Dans les locaux d'Alicia, vous avez pu voir qui est ici et qui fait l'organisation de différentes manifestations pour le bien-être de tout le monde. Donc vous pouvez regarder son programme et éventuellement lui amener des idées, parce qu'elle peut programmer des événements pour vous si besoin. Donc par exemple, ce soir, elle nous accueille pour faire cette conférence sur ce thème-là. Donc par rapport à cette conférence, elle dure à peu près 1h30 et vous avez le détail en bas, il y a 15 minutes de présentation, 45 minutes de conférence, 30 minutes de questions-réponses et puis après, et avant, quelques boissons pour ceux qui ont soif ou qui veulent échanger. Donc l'orientation, le but principal, c'est, enfin, tout début, c'est la conviction que le changement est possible. Donc, comme Alicia le spécifiait, on n'est pas là pour savoir qui a raison, qui a tort. Donc, on n'est pas là pour dire non, ça ne marche pas, mais au contraire, d'amener une solution. Parce que le non, ça ne marche pas, on le connaît par cœur. On a été éduqué comme ça, avec le verre à moitié vide. Donc, on va plutôt amener des solutions. Donc, essayer d'amener des solutions par rapport à vos exemples de vie ou par rapport à ce que vous ressentez intuitivement. Quelle pourrait être la solution. Donc, on va vers des... Parce que souvent, quand on dit non, je ne suis pas d'accord, il y a souvent un bon fond. Donc, il faut mettre en exergue le bon fond et plutôt éliminer la mauvaise forme du non, je ne suis pas d'accord, mais plutôt dire ce en quoi vous croyez, ce que vous ressentez, ce qui est important pour vous. Et vous verrez qu'on dit tous la même chose d'une façon différente. Donc, c'est changer la façon de faire. Et on verra qu'en fait, il n'y a jamais de désaccord. Donc le non qui coupe souvent ne tient pas la route, et que c'est simplement des accords différents. On a différents instruments pour jouer la même partition de la même symphonie. Donc on ne parle pas pour les exceptions qui sont ici, on parle pour la généralité qui sont dehors. Donc ne dites pas non, pour moi ça ne correspond pas, parce que pour les autres dehors ça correspond. C'est quelqu'un qui est d'accord avec nous. Et il a fait que passer, il passe. C'est Aurélien de taper on l'accueillera. Donc n'oubliez pas de mettre votre téléphone sous vibreur, je vais d'ailleurs déposer le mien. Je vais descendre. Pour éviter d'oublier de le rajouter. Parce que souvent ça fait des interférences avec le Wi-Fi et le micro. Donc, par rapport à moi, j'ai aussi des défauts, comme tout le monde, des qualités et des défauts. Donc, un de mes défauts, c'est de parler doucement, donc je prends un haut-parleur pour mettre un peu plus de puissance. Un autre défaut, c'est que je saute souvent d'un sujet à l'autre où je fais des zooms et puis j'oublie de quoi je suis parti. Donc, je vais vous demander souvent de quoi je suis parti parce que je ne me rappelle plus. Et n'attendez pas la fin pour poser vos questions. Vous avez un papier et un crayon, si vous voulez, il y en a encore ici, pour noter les différents éléments ou points que vous aimeriez que j'aborde, que je réaborde ou que j'approfondisse en fonction de ce qu'on a vu. Voilà. Donc on rentre dans des nouveaux espaces de créativité, de vitesse et d'avenir avec cette relation que nous aurons ce soir ensemble. Pour mon CV, donc pour ceux qui... Parce que quelques-uns ne sont jamais venus, donc j'exerce la profession de psychothérapeute. J'ai fait des différentes formations d'ingénieur, de psychologue, et j'exerce sur Paris et sur Marseille, avec différents diplômes universitaires complémentaires suite à ces formations, donc le psychisme par rapport à la périnatalité, les addictions, quelles qu'elles soient. Mais je peux aussi à chaque fois vous réorienter vers des centres qui font ça toute la journée, parce que moi je fais pas ça tous les jours et toute la journée. Donc le psychisme par rapport à la santé, par rapport au milieu médical, la gestion des conflits, la maladie d'Alzheimer, ça c'est différents diplômes sur lesquels on est confronté beaucoup plus à des professionnels qui viennent enseigner, plutôt qu'à des professeurs qui enseignent souvent la même chose depuis des années. Donc la différence est souvent intéressante, parce que ce sont des choses à jour. Avec différentes formations complémentaires qu'on pourra aborder dans certains thèmes qu'on évoquera, ça vient aussi de ces formations ou des thérapies comme le MDR, comme l'analyse, comme le comportement alimentaire dissociation, la systémie. Donc différentes formations aident à ce que je vous dirai ce soir. Donc ça c'est mon parcours professionnel, dans lequel j'exerce aussi bien dans des lieux publics que dans des lieux privés, en entreprise ou en cabinet, et dans différents secteurs, y compris dans la supervision de groupe, ou dans la formation. Donc, ainsi que de temps en temps, enfin, lorsqu'il y a besoin des prises en charge de victimes, ça peut être dû à des conflits, à des braquages, à des décès, à des suicides,
ou aider des gens par rapport à des comportements de manipulation, de harcèlement, de communication. Tout est repris sur le site, ce site-là qui s'appelle Psy TSCI. TSCI, c'est la technique que l'on abordera en partie, cette technique schématique de communication intégrative. Donc, je vous dessinerai souvent des schémas, quand il y a besoin, pour expliquer comment fonctionnent les relations. Et on verra que toutes les relations fonctionnent de la même façon dans les troncs communs. Après, il y a des spécificités qui sont applicables par rapport à des circonstances, ou des lieux, ou des pays, ou des heures. Mais sinon, toute relation, homme, femme, patron, enfant, parent, employé, parent, enfant, patron, employé, prof, étudiant, moi et une peur, moi et un projet, moi et un groupe, moi et quelque chose de réel ou d'irréel, fonctionne de la même façon. Après, il faut juste faire des spécificités. Donc le site développe par exemple pour les particuliers, pour les thérapies, pour l'entreprise, pour les expatriés, la technique, comment elle fonctionne, à travers différents schémas. Donc les schémas, on les fait plus en conférence ou en thérapie ou en formation, qui expliquent toujours la dualité que l'on peut retrouver en nous, que l'on abordera. Il y a 200 schémas, ce soir on abordera entre 10 et 20 schémas, on n'aura pas le temps de faire beaucoup plus. Ça dépend, suivant le nombre de questions que vous aurez, peut-être qu'on pourra faire plus. Mais tout le temps, c'est des dualités, des binaires dans lesquels on nous a éduqués, et qui fait qu'on a été séparés. Et cette séparativité fait qu'on revoit rarement l'unité complète, on voit rarement comment on n'arrive pas à prendre de recul et à voir les choses de loin, et on a souvent le nez trop dans la problématique, ce qui fait qu'on ne voit pas d'où ça vient et où ça va, on reste toujours au même endroit. Donc on verra aussi comment prendre du recul dans certaines situations. Donc ce sont toujours deux univers, haut, bas, ou droite et gauche, qui sont similaires, et qui fait qu'on peut être tantôt actif, tantôt passif dans une relation, ou éventuellement neutre, ce qui est plus rare, mais ça existe, pour arriver à faire des relations plus correctes. Donc il y a une base, de la même façon que pour sortir, il y a une base. Le matin, je me lave, je me brosse les dents, je m'habille, sinon je ne sors pas. Et si je sors sans m'être lavé les dents, sans m'habiller, je risque d'avoir des soucis. Donc c'est pareil, dans une relation, il y a des bases. Là, on va regarder en partie. Donc ça, c'est pour un minimum de présentation de ma part. Mais je ne vais pas rester là-dessus, puisque ce n'est pas le sujet. Donc notez vos questions au fur et à mesure. Pendant 45 minutes, j'essaye de discuter tout seul. Mais s'il y a des urgences, vous pouvez noter. Et puis on y revient après. Ou si vraiment c'est très très urgent, vous le notez, puis vous pouvez lever la main et on intervient de suite. Alors j'ai commencé par mettre différents éléments, qu'on va voir au fur et à mesure. Et donc Spinoza, c'est un philosophe aussi, que certains peuvent connaître, dans différents domaines. Donc j'ai mis différentes images par rapport à la relation, et l'une des images, donc entre beau et laid, on verra, c'est encore une dualité. Et dans les complémentarités, on peut se sentir soit beau, soit laid, soit par l'un, soit par l'autre, ou soi-même, tout seul. Donc si on prend cette phrase, je n'attribue à la nature ni beauté ni laideur, convaincu que je sais que les choses ne sont ni belles ni laides, que en rapport de notre imagination, donc de mon imagination. Donc il faut savoir que la relation, tout ce qu'on va dire, interpréter, on verra au début tout ce qui sont nos blocages, pourquoi justement on peut interpréter les choses belles ou laides, et principalement dû par rapport à notre propre référentiel. Et c'est ça qui fait que on peut avoir des difficultés dans une relation. Donc, en même temps, la difficulté peut venir soit de mon interprétation, ou éventuellement de ce que l'on veut me faire croire, ou éventuellement d'une synthèse entre les deux, c'est-à-dire d'une semi-interprétation que je mets, donc une projection ou un transfert, ou éventuellement ce que j'entends, bien ou mal, ce que j'entends peut-être, ce qui me vient est bon mais je l'interprète mal, ou peut-être ce qui me vient est mauvais et j'interprète mauvais, ce qui fait que c'est encore pire, ou éventuellement je peux l'interpréter pas la bonne façon et le retransformer en bien, alors que c'était moins bien, et ainsi de suite. Donc on va voir qu'on agit beaucoup là-dedans, par rapport à l'éducation qu'on a reçue, et surtout la synthèse, parce que l'éducation, on la reçoit de nos parents, de nos grands-parents, de nos frères, de nos sœurs, en fait des gens que l'on aime, mais ça peut être aussi d'un super-héros, d'une bande dessinée, d'un film, ça peut être des copains, d'un prof, des amis, et on fait une synthèse de tout ça, qui fait qu'on a un référentiel, et si ce référentiel se cristallise, s'il devient solide, s'il ne bouge pas, sauf dans le cas où c'est extrêmement rare ou impossible,
puisque l'univers grandit, sauf dans le cas où ça serait l'extrême vérité. Donc là, il n'y a pas de problème pour qu'elle se cristallise, mais la vérité ne se cristallise pas, puisqu'elle progresse tout le temps, elle évolue tout le temps. Donc si elle se cristallise, on devient à ce moment-là dogmatique, et on n'a qu'une partie de la réalité, et on a des difficultés pour aller dans l'avenir ou dans la progression de l'univers ou des rencontres. Parce qu'une rencontre, c'est deux personnes qui forment un troisième élément, donc une rencontre, et cette rencontre, cet troisième élément se modifie au fur et à mesure par rapport à tout ce qu'on va y rajouter, de la même façon que si on prend la relation entre un être humain et un véhicule, en fonction de ce que vous allez faire du véhicule, le véhicule et vous-même allez vous transformer, suivant si vous allez dans des autoroutes ou sur des chemins impraticables, ou si vous pratiquez avec ce véhicule des choses qui ne sont pas autorisées. Il peut y avoir détérioration d'un côté ou de l'autre. Alors, c'est encore une autre petite blague amusante, qui est retraduite en français ici. Je me demande, donc il y en a un qui se dit, c'est celui qui est du côté droit, là-bas. Je ne connais pas les noms, mais c'est Snoopy, je crois, celui-ci, et puis je ne sais plus. Alors le premier là-bas dit, je me demande s'il est possible d'être amoureux de deux filles en même temps. Et le deuxième se dit, je me souviens, une fois, j'avais deux cookies. Un aux pépites de chocolat et l'autre au beurre de cacahuète. Et je les ai aimés tous les deux. Donc c'est deux référentiels différents. Il y en a un qui est un être humain avec plus le côté avoir, et l'autre qui est un animal qui n'a pas ce côté de possession humaine. Il y a un côté de possession plus animal, donc plus éventuellement originel, et qui dit je les ai aimés tous les deux. Et il y a certains êtres humains qui arrivent à aimer plusieurs personnes à la fois. Donc pour certains, on pourrait dire que ces gens-là ont un cœur plus grand, et puis d'autres ont un cœur de chou-fleur. Donc on pourrait regarder aussi, puisque si ces gens-là se détruisent avec ces relations, c'est sûr que c'est une difficulté, ça serait plus un cœur de chou-fleur. Mais par contre, s'ils ne se détruisent pas, s'ils aiment des gens d'une façon construite, et sans détruire ni l'un ni l'autre, ni les uns ni l'autre, il n'y a pas de problème. Donc on regardera les choses au fur et à mesure. Alors, j'ai mis aussi quelques symboles, parce qu'on a été éduqué, consciemment ou inconsciemment, avec différents symboles. Donc il va y en avoir plusieurs sur les pages suivantes, qui fait que le côté masculin et féminin viennent aussi de ce qu'on a pu nous apprendre, de ce qu'on a pu voir consciemment et inconsciemment, et en même temps de la symbolique. Donc droite, gauche, féminin, masculin, vrai, faux, yin, yang, donc aussi bien à travers les mots qu'à travers les dessins. Et du fait qu'il y ait ces répartitions, ces séparations, qui est bien lorsqu'on fait un zoom, lorsqu'on prend un microscope, lorsqu'on regarde le détail, et après il faut refaire l'ensemble, et souvent on oublie de refaire l'ensemble. Donc on essaiera de regarder comment faire l'ensemble par rapport à cette différence. Donc ça c'est une façon que l'on nous a éduqués, sans le vouloir, de différencier les choses et de regarder soit trop d'un côté, soit trop de l'autre, sans refaire l'unité. Donc toujours dans les symboles, dans les images, l'un des symboles c'est celui-ci. Donc celui-ci peut être représenté de différentes façons, y compris dans les symboles de l'astrologie qu'on verra en dessous. Mais ce symbole, par exemple, symboliquement, il peut représenter ce qui est écrit, muni d'une lance et se protégeant de son bouclier, ou quelque chose qui est en érection, quelque chose qui s'élève, donc une direction, tandis que de l'autre côté, bon, symbole féminin, c'est de l'inconscient, mais on peut le voir différemment. Ça peut être aussi, si on veut, religieux, ça peut être donc, par rapport à la religion c'est relier, donc est-ce que les femmes sont plus des éléments qui relient les gens entre eux, ou plus les hommes? Donc ça peut aider aussi que certains symboles puissent inconsciemment nous aider à être orientés d'une façon ou d'une autre. Donc, dans d'autres symboles qui sont ceci ou cela, on peut voir, ça peut être une montagne, ça peut être quelque chose qui s'élève aussi. Celui-ci peut aussi être symbolisé de différentes façons, soit par rapport à des philosophies, soit par rapport à notre propre conception. Ça peut être aussi un rapport entre la matière et l'air, donc l'esprit et la matière plutôt. Donc dans l'alchimie, on a des symboles qui font se rencontrer aussi l'esprit et la matière, qui font que ça agit inconsciemment d'une façon plus active ou plus passive.
on regardera que toutes ces façons de faire nous ont conduit à ce que le féminin ou le masculin peut être plus actif ou plus passif, et il y a des troncs communs. Donc pareil dans le père ou impair, sachant que le soi est plus attribué donc, au masculin et le féminin, la lune au féminin, et ainsi de suite, et tout ce qui en découle a ses attributions. La seule chose, c'est que notre humanité a fait que on voit souvent le verre à moitié vide, on y reviendra, donc le verre à moitié vide, c'est ce que l'on n'a pas, en oubliant de regarder le verre à moitié plein. Ça veut dire que tous ces éléments, normalement, il faudrait le regarder avec le verre à moitié plein. Ça veut dire qu'est-ce que chacun de ces éléments veut dire au niveau actif et au niveau qualitatif. Alors que souvent, on les regarde avec le verre à moitié vide, donc on dit que statique, c'est pas bien quand on est statique. On dit que soustraire, c'est pas bien quand on soustrait. On dit que une base, c'est pas bien non plus, et ainsi de suite. Donc, d'ailleurs, dans les expressions, c'est quoi l'expression populaire, t'es de base? Chez les jeunes, ils emploient cette expression qui est plus quelque chose de négatif. Et donc, de voir tous ces qualificatifs et de les mettre plutôt au négatif, inconsciemment, on valorise ou on dévalorise, donc au négatif, on dévalorise beaucoup plus le sexe plus féminin, on le verra au fur et à mesure, que le sexe masculin. Alors qu'on va en fur et à mesure que dans tout être humain, il y a du masculin et du féminin. Donc en même temps, lorsqu'on dévalorise le féminin, on dévalorise une partie du masculin. Donc pareil, au niveau de différentes façons de voir, on a toujours le bon et le mauvais, la lumière et les ténèbres, la connaissance et la matière, les élus et les néophytes, ce qui fait que si on n'est pas l'un, on est l'autre, et si l'un est l'un, alors moi je suis l'autre, en tant que masculin et féminin. Et par rapport à ça, il y en a un qui a été nommé sexe fort, l'autre qui a été nommé sexe faible. Donc, s'il y en a un qui est fort, l'autre qui est faible, on sait déjà facilement qui sera l'un et qui sera l'autre. Donc, qui aura le qualificatif plus dévalorisant que l'autre. Pareil par rapport au plaisir et à la douleur. Donc, ce sont tous des éléments qui existent, mais il faut les voir toujours avec des qualificatifs constructeurs. Donc tous les qualificatifs doivent être utilisés de cette façon-là pour éviter de se faire du mal, et en même temps de faire du mal aux autres, et en même temps d'apprendre aux autres quelque chose qui ne coïnciderait pas avec le côté constructeur, le côté aller de l'avant. Donc là, on a pareil des tas d'éléments qui séparent en deux les qualités, et qui peut faire que dans telle ou telle situation, je peux avoir plus confiance en moi ou moins confiance en moi. Donc seul, dans une situation, donc moi et la situation, ou moi et l'individu. Donc on a toujours un côté masculin et féminin, ce qui fait qu'inconsciemment, le féminin c'est plus cela, et le masculin c'est plus cela. Donc, vu qu'on a figé, qu'on a écrit les mots, et qu'on les a catégorisés, si je prends celui-ci qui est instable et puis équilibré, donc, dans ce cas-là, dans cette variante-là, on dit que le féminin est plus équilibré, le masculin est plus instable. Et c'est figé comme ça et ça ne bouge pas. Alors que ça bouge en fonction des lieux, des moments, des contextes, de ce que l'on aime ou de ce qu'on n'aime pas. Donc à travers tous ces exemples, il faut bien voir qu'on a reçu sans le vouloir une éducation qui déjà nous fige quelque part. Donc on doit éventuellement reconnaître pour éviter de se l'accaparer, de dire je suis comme ça et je suis nul. Donc c'est bien de savoir que on nous a donné cette façon de penser, et donc c'est un héritage, mais cet héritage on peut l'accepter ou le refuser, ou en faire d'autres choses. Donc cette photo est aussi amusante dans le sens où, suivant comment on voit les choses, quand on aime quelqu'un, on aime ses qualités, et inconsciemment on prend ses défauts aussi. Donc sans le vouloir, on peut vouloir les qualités de l'un ou de l'autre, et sans le vouloir, prendre les défauts aussi. Donc ça, c'est aussi un symbolisme que l'on abordera, et qui fait aussi partie des hormones. Des hormones et puis des éléments qui viennent de la création, du yin et du yang, des énergies, qui font que il y a des tendances, mais il faut voir ces tendances dans le sens constructif, et pas toujours dans le sens destructeur. C'est bien de connaître le sens destructeur, au moins on est prévenu, mais si on dit que la personne n'est que comme ça, alors on ne lui laisse aucune chance, et vu qu'on est la moitié de l'autre personne, puisque si on est dans cette relation, on est la moitié de l'autre,
dans la relation, l'autre déteint sur nous, ou on prend sa teinte sans le vouloir, ou au contraire, on augmente la problématique chez l'un ou chez l'autre. Donc ça, c'est une autre symbolique. Donc vous en avez plusieurs comme ceci, qui expriment les choses différemment. À quoi ça peut vous faire penser, ce type d'image? Quels sont les éléments qui peuvent vous venir en voyant ce type d'image par rapport aux idées préconçues, constructeurs ou destructeurs? Alors, les idées préconçues, c'est que la femme elle a un cerveau bien compliqué et que l'homme, il y a juste un bouton basique on-off. Donc, soit je mets compliqué pour le féminin et basique pour la femme. Alors, est-ce que ces deux termes sont constructeurs ou destructeurs? Destructeur. Les deux. Donc, qu'est-ce que... Voilà, tout à l'heure, on a vu de base. D'accord, basique. Les deux, oui. Les deux sont... Donc, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme deux constructeurs à la place de cela? Oui. Simple et intelligent. Ça peut être complexe. Voilà. C'est-à-dire la femme peut être complexe, c'est-à-dire elle peut résoudre des problèmes complexes. En fait, c'est plus, on dit, de faire plusieurs choses à la fois. Voilà. Une femme peut faire plusieurs choses à la fois, et l'homme peut faire une seule chose à la fois. Donc, l'homme c'est un, et la femme ça serait plusieurs. Sinon, si on continue à prendre le côté destructeur, quelles sont les autres histoires qu'on a pu entendre ou auxquelles cette image pourrait faire référence? Monotâche et multitâche. Voilà, monotâche, multitâche. Mono, multi. Donc et ainsi de suite. Mais on s'aperçoit qu'on a plus l'habitude d'en prendre des choses destructives que des choses constructives. Donc, La chose est que c'est difficile dans la simplicité de trouver beaucoup de choses. Comme on a pu déjà le voir une fois ou deux, lorsqu'on nous éduque avec des phrases, quand un grand ponte dit l'être humain est violent, alors, vu que ça vient d'un grand ponte et vu que ça sonne un peu juste, on dit ouais c'est vrai, il a raison, c'est un grand ponte. C'est faux, comme ces images, enfin comme ce qui a été dit ici. Ça veut dire que l'être humain n'est pas violent. L'être humain est violent. C'est quoi, Et violent. Masculin, non, c'est pas ça. L'être humain est violent. Non, violent. Ce qu'il a dit avant. Non, c'est ça là, mais le grand ponte a dit. L'homme est violent. L'homme est violent. Oui, La nature humaine. L'être humain est violent, pas l'homme. Il y a des femmes qui sont violentes. Hein. Oui. L'être humain. Non, voilà, la violence est humaine. Ouais. La violence est humaine. Donc lorsqu'on dit que la violence est humaine, tout le monde dit oui, alors que pour moi c'est totalement fou, la violence est inhumaine. Mais l'être humain peut être violent. Mais quand on dit la violence est humaine, alors on valide toute la violence qui peut se passer. Lorsqu'on dit que la violence est inhumaine, alors on invalide toute la violence qui peut se passer. C'est la même chose, c'est-à-dire si on dit que la violence est humaine, c'est comme si on regardait le côté destructeur des choses. Oui, parce que peut-être que derrière le bouton, il y a autant de complexité en fait. Bien sûr. Peut-être que l'homme se met en mode automatique et puis qu'il peut être aussi complexe, mais nous, c'est plus évident en fait. Si on aborde ce sujet, donc ça revient aussi au fait que l'on dit qu'une femme peut faire plusieurs choses, on dit que l'homme on fait qu'une seule. Non, mais une seule, chacune après l'autre. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la femme peut sauter du coq à l'âne, faire différentes choses en même temps, mais très souvent, elle n'a pas le temps, parce qu'elle a tellement de choses à faire, de remplir la tâche, de faire la totalité, c'est-à-dire de... Fait des petits bouts. Voilà. Des petits bouts de tâches. C'est ça. Tandis que l'homme, lui, quand il commence une tâche, mécaniquement, il est obligé d'aller jusqu'au bout, il ne peut pas sauter autre chose, et ainsi de suite. C'est aussi. Pourquoi d'abord? C'est pas le pourquoi qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est Parce qu'ils vont jusqu'au bout, qu'on est tous masculins et féminins, et en fonction des moments, des heures ou des confrontations, de qui on a en face de nous, on peut être tantôt masculin, tantôt féminin. Donc de dire qu'une femme est comme ça et un homme comme ça, c'est aussi destructeur, c'est aussi réducteur. Donc ce qui est important de voir, c'est plutôt que... Oui, ça lui arrive aussi à l'homme de faire plusieurs choses en même temps. Voilà, ça lui arrive. Et pas d'aller jusqu'au bout nécessairement. C'est ça, aussi. Et Donc, inversement pour nous. voilà. Donc on pourrait beaucoup plus parler de passif et d'actif, toujours du côté constructeur, ou on pourrait plus parler de réfléchi et de rapide, tantôt pour l'un, tantôt pour l'autre. Et ainsi de suite.
Donc si je continue à prendre des petits éléments qui sont dans notre inconscient, sans le vouloir, puisque c'est construit à travers les blagues, à travers les films, à travers les bandes dessinées, à travers les publicités dans la rue, à travers ce qu'on se dit entre nous. Donc l'humour d'un homme fait que c'est catégorisé. Maintenant, si on en fait vraiment quelque chose de personnel et de vrai, à ce moment-là, ça devient figé, et puis on diminue l'image de l'autre, donc de l'homme, dans ce cas présent, et en même temps, vu qu'on a une partie de masculin chez le féminin, on diminue aussi la partie, on dévalorise, sans le vouloir, l'autre et soi-même. Pareil, parce que ça va dans les deux sens. Donc il y a des parties qui peuvent dévaloriser. Donc il faut bien savoir que là-dedans, il y a un bon fond, c'est-à-dire qu'il y a bien des valeurs créatives, mais si elles sont faites avec humour constructeur, il n'y a pas de problème. Et si on doit se les envoyer en vanne et en claque, ou en coup de poing, c'est pas rigolo. Donc oui, si c'est gardé en tant qu'humour. Oui, parce que l'humour, souvent, aide justement à se prendre moins au sérieux, et en même temps à faire passer des messages en se disant, là, peut-être qu'on est trop rigide, ou on est trop sectaire, ou on est trop d'une tendance ou d'une autre. Donc toujours dans les amusements, dans les blagues et autres. Envie d'acheter. Sans très du chocolat. Noyau de Destination, chaussures, sac à main. Alors en tout petit, l'étoile est marquée, notée comme la petite cellule du sexe est intimement liée à la glande de l'écoute. Donc on va interroger les hommes, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que veut dire cette petite étoile qui dit notez comment la petite cellule du sexe, donc la petite cellule du sexe, elle est ici, est intimement liée à la glande de l'écoute qui est ici et beaucoup plus grande. Alors si on interroge le masculin, ça peut, en hypothèse, ça peut vouloir dire quoi? On fait des hypothèses. Allez-y, moi je peux faire parler mon côté masculin. Oui, allez, vas-y. Vas-y, parce que comme aucun homme se lance, on va écouter moi, ton homme. je pense que s'il y a du bon sexe, automatiquement il y a une bonne écoute. Automatiquement l'un va avec l'autre. C'est beaucoup plus facile de parler s'il y a... c'est lié à la sexualité. Mais est-ce que c'est pas l'inverse? C'est l'inverse. C'est l'inverse. Et aussi, non mais aussi. Non mais c'est le côté masculin. Alors, c'est pervers, voilà. C'est mon côté masculin. C'est ça qu'il faut écouter. Ce qu'elle a bien dit, mon côté masculin va parler. Mon côté masculin. Et en effet, c'est bien le côté masculin qui parle. Donc le côté féminin dirait quoi? S'il y a une bonne écoute, c'est plus facile d'avoir une sexualité épanouie. Voilà. Et ça rappellerait quoi dans les histoires, dans les films, dans les contes? Il faut qu'on nous raconte des histoires. Oui, mais alors dans les films, dans les contes, quel est... La cour, qu'on nous fasse la cour. Voilà. Dans quel film ou quel dessin animé ou autre? Dans tous les films et tous les films. C'est charmant, Cendrillon, voilà. Donc la femme est en haut du balcon et l'homme est en bas en train de lui chanter une belle chanson. Voilà. Gabin et ça, par exemple. Donc là-dedans, si on le voit du côté destructeur, ça donnerait quoi? Et si on voit du côté constructeur, cette image de l'homme en train de faire une sérénade, du côté destructeur, comment on l'interpréterait? Comment on pourrait l'interpréter pour salir l'image? Alors, il ne faut pas le faire. Donc, comment les gens le salissent? Et comment, au contraire, on pourrait le faire différemment? Dans Cyrano de Bergerac, celui qui séduit l'héroïne, il a du mal puisqu'il n'a pas, la poésie de Cyrano, en fait. Ma question, c'était Qui était destructeur. La question, quel est le côté destructeur? Quel est le... Ceux qui ne savent pas faire manipuler le verbe. Manipuler le verbe, Le côté de la ils sont mal barrés. Non, c'est cause toujours tu m'intéresses. C'est-à-dire c'est le côté destructeur. Non.
C'est pas la peine de te donner tant de mal à parler, pour dire tant de bêtises. Quoi. C'est Je sais pas, pas. par exemple, il y a ses pieds et puis... Par exemple. Voilà, oui, donc Ne me raconte pas de il ces y a- histoires. Il se sent dévalorisé quand même. Il y a se certaines sent solutions dévalorisé. quand même. Voilà, Voilà. le côté destructeur, c'est qu'un homme pourrait dire s'il faut faire la cour à une femme pour aller à la Je sexualité, veux bien me mettre à genoux. voilà, par exemple. C'est une façon de voir l'image de façon Ah oui, je destructive. me mets en mode Oui. cinéma. Et Oui, ouais, c'est ça, ça. voilà. Maintenant, quel est le côté constructeur que l'on doit voir dans cette image et qui fait que la femme montre un certain exemple que l'homme pourrait appliquer aussi dans son mode à lui. C'est-à-dire pas que ça soit pas que l'homme l'applique à la femme, mais que la femme puisse l'appliquer à l'homme. Donc la femme montre un exemple à suivre que l'homme pourrait faire aussi dans n'importe quelle relation, parce qu'on a vu que c'est dans toutes les relations. Donc quel est le côté constructeur de cette image? C'est valoriser l'autre. Valoriser l'autre, puis le mettre en valeur. Communiquer. Communiquer, Oui, la façon d'écoute. écoute, bon, écoute et communiquer. Donc quels sont les cas dans lesquels on utilise l'écoute et la communication pour passer à la suite? Donc, dans quel cas pratique on utilise l'écoute et la communication pour passer à la suite? Sans l'écoute, sans communication, tout est bloqué. Un entretien professionnel. Par exemple, l'autre. Se mettre au même niveau. Oui, mais quels sont les cas pratiques, les exemples de la vie Bah, pratique? s'il est à genoux, je me mets à genoux. Oui, voilà. Dans la communication, on essaye de se mettre Descends au même du niveau bal- que l'autre. Je descends du Ah, balcon, voilà. je Se le mettre au rejoins. même Ouais. niveau. Se Tout rendre à fait. disponible Voilà. aussi. Tout à fait. Oui, se rendre disponible, mais dans quel exemple pratique? Donc ce que dit madame, c'est bien, c'est que à chaque fois, si on veut parler avec un enfant, on se met plus bas, par exemple. Parce que c'est plus facile. Dans la négociation. Oui, la négociation. Donc dans la négociation, on échange des informations pour que on puisse, si j'échange une information, l'autre me donne une information. Ou si je donne une voiture, l'autre me donne un otage. Et ainsi de suite. Donc on échange des éléments. Donc il faut cette écoute et il faut cette discussion pour passer à la suite. En fait, tu veux dire qu'on se vend, chacun se vend en fait quelque part. On communique, on échange des informations que l'autre n'a pas. Parce que lorsqu'il y a des conflits, lorsqu'il y a des conflits, lorsqu'il y a des conflits entre direction et employé, souvent les conflits se règlent parce que le médiateur donne une information que l'autre n'a pas et ainsi de suite. Et d'information à information, on rééquilibre justement les éléments et on est plus face à face de même niveau, ce qui fait qu'on peut passer à la suite. Donc derrière ce que le féminin justement veut parler, qui le féminin est beaucoup plus dans la communication, donc dans la communion, donc dans beaucoup plus large. On verra celle qui arrondit les angles, qui est beaucoup moins tranchant que le masculin. La femme, dans cet exemple-là, donc il ne faut pas le mettre que par rapport à la sexualité, mais il faut le mettre par rapport à n'importe quel être élément, parce que la sexualité c'est juste une pénétration d'un masculin et d'un féminin. Donc c'est une pénétration, c'est pareil, c'est une discussion. Suite à ça, il y a un projet qui naît. Donc c'est pour pouvoir commencer des projets, il faut bien que l'on puisse partager. Donc c'est un exemple souvent que beaucoup de femmes ont besoin pour passer à la sexualité, d'avoir un échange, une communication, donc de parler avant la sexualité. Sans le conte, sans la musique, la sexualité n'est pas possible. Donc que ce soit la sexualité, mais que ce soit dans d'autres lieux, un programme, ou aller faire les courses, ou préparer un voyage, ou préparer un concours, c'est pareil. Sans un minimum de communication, ce sera difficile d'aller plus loin. Oui, l'information. Donc cet exemple-là, c'est pour montrer que souvent c'est dévalorisé, alors que derrière, il y a un bon fond de cachet, mais qui n'est jamais mis en valeur. Donc si on prend la même chose du côté masculin, donc vous remarquerez que dans cet exemple amusant, le sexe a bien une forme particulière et est bien placé. Aptitude à réussir une manœuvre en voiture. Sport de base. Donc la particule de l'écoute, elle est ici. L'air du regard au bas-ventre. Et en tout petit, ici, il y a marqué « La glande entendre les enfants pleurer au milieu de la nuit n'est pas montrée en raison de sa petite taille. Elle doit être observée au microscope. » Il y a des zones atrophiées. Hein.
Oui. Donc c'est symbolique, d'accord, mais dans l'humour, c'est intéressant quand même à regarder, puisque Passage. après, il ne faut pas rester sur des exemples à voir, des exemples égoïstes ou autres, mais ça donne des informations sur d'autres éléments. Si on continue plus loin, est-ce que il y en a deux qui savent dans la salle, puisqu'ils connaissent, je leur avais envoyé ce sujet, est-ce que certains savent ce que c'est que ceci? Éventuellement, les femmes qui sont allées à l'école jusqu'en 1960, dans des écoles catholiques, ont reçu ce manuel. Donc, jusqu'en 1960, l'Église, ou certaines parties des églises, donnaient ce manuel qui suit. D'accord? Alors, ça c'est une partie, il y en a une dizaine de pages. Je vous laisse le lire au fur et à mesure. C'est les conseils d'une femme qui se marie, à suivre. Des parties de l'éducation donnée dans les collèges catholiques. On passe à la suite parce que c'est pas très valorisant. C'est-à-dire que c'est plus d'actualité. Non, mais c'est quand même intéressant parce que on est quand même marqué à certains degrés encore là-dessus. Et oui, oui. Parce que c'était il n'y a pas longtemps. Ah oui. En cabinet, c'est une patiente qui m'a donné ça parce qu'elle a été construite là-dessus. Elle m'a sorti son document. Il y a moins de 5 ans. Et eux, ils n'avaient pas de manuel, évidemment. Bon, moi j'ai encore des petits comme ça, ranger le désordre, Mais ça. on a tous reçu une éducation chrétienne. Moi j'ai ma mère qui Voilà, donc c'est pour ça que là, les manuels scolaires, les environnements passifs, la vaisselle, voilà. On C'est continue. resté longtemps, même aujourd'hui. Maintenant, Voilà. les petits catalogues là, de jouets d'enfants, Si, on voilà. voit les petits. Donc, ces différences. Les filles et le garçon qui font autre chose. Voilà. C'est pareil, hein. On continue, on regarde. Tout à fait. Vite, Marc, tourne la page. Ta place, je ne la tournerai pas. Hein. Parce qu'il y a pire après. Ah bon. C'est moi une soumission, c'est bien. Ne la cuis. Je t'ai dit. C'est Avec le sourire. Bon, en même temps, c'est quand même des bons conseils pour que tout se passe bien. Il y a un bon fond. Et en 68, ça explose. Il y a un bon fond, on continue. Et juste après, ça a explosé. On continue. Surtout cette partie-là, par rapport à ce qu'on vient d'évoquer ensemble, on s'aperçoit que ça ne va pas dans le même sens. Oui, c'est-à-dire là, il ne faut pas de communication. Là. C'est communication à sens unique. C'est ça. Maintenant, dans les deux, il y a toujours un bon fond qu'il faut trouver. C'est-à-dire que pour communiquer, pour qu'une femme puisse communiquer avec un masculin ou une femme puisse communiquer avec un homme avec un féminin, si on prend en considération que la femme est masculine et que l'homme est féminin, il faut prendre rendez-vous. Donc il y a quand même des techniques qui font que le masculin, vu qu'il fait qu'une seule tâche à la fois, il ne peut pas s'en sortir si rapidement. Il a besoin de... On va le faire de suite. On verra comment et pourquoi, si besoin, mais il y a quand même là derrière un bon fond, mais qui n'est pas cette forme à appliquer. Mais c'est vraiment dépassé quand même. Ah. Peut-être un beau fond et une hypocrisie sous-jacente. Oui, mais ça, on est d'accord. Si je l'ai mis, c'est pour montrer le côté destructeur que ça peut avoir et qui fait qu'on a des différences. Pour mettre la Mais pour savoir en sortir, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, il faut savoir en sortir le bon fond
Parce que lorsqu'on prend celui-ci, si vous devez appliquer de la crème sur votre visage ou mettre des bigoudis et attendre son sommeil, là pour les choquer, même si on se met à la place du féminin, si les hommes se mettent à la place du féminin, on peut interpréter, on peut mettre des hypothèses comme quoi c'est pas valorisant éventuellement pour certains féminins. Donc, même si certaines femmes peuvent éviter de le faire pour elles-mêmes ou autres. Le plus embêtant dans tout ça, c'est qu'il faut beaucoup plus tôt le matin pour enlever tout ça, avant qu'il se réveille. Alors si on continue. Le même. C'est la dernière page. L'accouplement. Suffisant. Oh non. Ça, c'est le problème. Chut. Bon, voilà, on a fini un petit peu avec le côté destructeur. Donc si on s'amusait à symboliser ou à... C'est le luxe, à notre époque, c'est le luxe. On a plus à se plaindre, non? Ah, oui, on s'amusait à symboliser tout ça. C'est ça. Si je dessinais l'être humain, dans notre inconscient, par rapport à ce qu'on a vu, on peut le diviser en deux, puisqu'on a vu qu'on est dans un monde duel, binaire, bloqué sur la sur le côté binaire, et que l'on doit le ramener au côté unité. Donc, si on symbolisait le côté destructeur qu'on a pu rencontrer, dans tout ce qu'on vient de dire, on pourrait le symboliser de cette façon-là, avec deux parties. Et si on devait mettre ces deux parties, donc pour ceux qui sont venus souvent, ils savent ce que je vais mettre, mais vous pouvez aider. Et pour ceux qui ne sont pas venus, souvent, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans ces deux parties-là? Qui je mettrais en haut, qui se mettrait en bas? En bas, l'homme et en haut, la femme. Alors pourquoi je mettrais la femme en haut et l'homme en bas? Parce que la femme est plus cérébrale que l'homme, et l'homme est plus sexuel. Ah ben oui. Enfin, j'imagine encore. Je ne sais pas si j'ai la bonne réponse. Dans la tranche. On peut le voir comme ça, mais dans un cas particulier, mais là il faut regarder la globalité. Et dans la globalité, c'est plus l'inverse. Mais comment on peut appuyer pour dire que c'est l'inverse? En haut, l'actif, l'homme, et en bas, la femme passive. Oui, donc pour mettre ceci, on a plus le côté... La femme, c'est la matière. Dominant et dominé. Voilà, dominant, dominé. D'accord. Donc dominant, dominé. Donc qu'est-ce qu'on peut rajouter comme autre élément qui nous ont bloqués, qui fait que, justement, il existe des différences destructives, alors qu'on pourrait les rencontrer comme constructives. Et la femme, elle enfante, c'est la matière aussi, la femme. Donc la matière, je la mettrais plus où? En bas. Qu'est-ce que je mettrais en haut en complémentaire? L'esprit. Donc on peut mettre l'esprit et la matière. Ça se retrouve dans différentes philosophies, dans différentes écoles, ou ésotériques aussi, l'esprit et la matière. Qu'est-ce qu'on peut mettre encore comme dualité? Par exemple, au judo, qui est-ce qui gagne? Celui qui est en dessous, celui qui est en dessus? Celui qui est en dessus, c'est le gagnant. Et en dessous, c'est le perdant. Qui c'est le plus fort? Celui qui est en dessous ou celui qui est en dessous? La force en dessus. En dessus, c'est le plus fort, et en dessous, c'est le plus faible. D'accord? Donc ce qu'il faut voir, c'est que je l'ai mis comme ceci, parce que c'est aussi un ordre gravitaire, de gravité, mais en même temps grave. Donc, parce que l'homme dit, souvent à la femme, c'est quelque chose de grave. Donc, tu m'écoutes. Ou le parent dit à l'enfant, c'est grave. Donc, pareil. Donc il y a l'histoire de la gravité terrestre, mais en même temps, c'est grave. Qu'est-ce que l'on pourrait encore mettre comme symbolisme qui fait qu'on a été séparés, qu'on a été catégorisé, qui fait qu'il y a des blocages et des différences destructives, dans lesquelles il faut qu'on sorte le bon au fond. Oui, donc le supérieur et l'inférieur. Quoi d'autre encore? Le sexe fort et le sexe faible? Le sexe fort, sexe faible? Et le bourreau et la victime?
Où je mettrai le bourreau, où je mettrai la victime. Le bourreau serait ici, et la victime serait là. Et comment on s'aperçoit que j'ai divisé en deux? C'est bien du 50-50 pour faire du 100. On sait aussi que le bourreau est victime de lui-même, et que la victime est bourreau d'elle-même. Donc, comme on a pu le voir au début, on n'est pas là pour savoir qui a tort, qui a raison, mais pour savoir qu'on est dans la même barque, et qu'on a tous une partie de la cause et de la solution. Donc c'est pas en disant toi tu as tort et moi j'ai raison que ça va fonctionner. Mais si on fait un zoom à un certain endroit, c'est vrai qu'à un certain endroit il y en a un qui a raison et l'autre qui a tort, et l'endroit d'après c'est l'inverse, l'autre a tort et l'autre a raison. Donc si on fait le total de tout, on est là pour avancer ensemble, pas pour dire il y en a un qui a raison et l'autre qui a tort. Qu'est-ce qu'on peut mettre encore comme autre symbolisme dans cette division? Donc par exemple on peut avoir le parent et l'enfant comme on a vu. On a le prof et l'étudiant. On a le patron et l'employé. On a le président et le citoyen, et ainsi de suite. Donc on a quelqu'un qui est supérieur, hiérarchique, et l'autre inférieur. Il y en a un qui doit écouter, et l'autre qui doit dire. Et ainsi de suite. Donc on pourra continuer ce binaire tout au long de ce qu'on va voir aujourd'hui, mais si on va plus loin dans ce binaire, par rapport à ce qu'on a évoqué tout à l'heure, on a donc ces deux côtés, un côté qui est plus masculin, un côté qui est plus féminin. Le côté féminin, si on commence plutôt par le masculin, parce que c'est le masculin, c'est chez tout homme et chez toute femme, donc c'est le côté cartésien, logique, mathématique. C'est le côté calcul, c'est le côté méthode, c'est souvent le cadre, c'est mettre un cadre. Et dans mettre un cadre, il y a aussi le côté tranchant. Donc il y a aussi le côté obtus. Il y a aussi le côté, bon, je suis une direction et je suis rigide. Donc je suis fort. Donc c'est le côté masculin, de tout être humain, homme ou femme. Le côté féminin, donc c'est plus les eaux matricielles par rapport aux enfants. C'est aussi la terre, donc celle qui, le ventre. C'est aussi l'argent, c'est aussi les finances, c'est aussi l'intuition. Donc souvent c'est celle qui arrondit les angles. Et dans notre être humain, on a ces deux côtés. On a les deux côtés qui sont, si je reviens sur le premier schéma, on a plus un côté masculin et un côté féminin. On a un côté actif et un côté passif. On a la raison et on a l'intuition. Maintenant, quand on dit qu'il y a le côté esprit et le côté matière, ben, la matière, on sait bien qu'elle n'est pas située qu'ici. Tout le corps est matériel, donc tout le corps en entier. Donc là, c'est juste symbolique pour nous montrer où on a été bloqué. Et c'est pareil, l'esprit n'est pas situé que dans le cerveau. Toutes nos cellules sont intelligentes, des pieds à la tête. Donc le fait de séparer comme ça fait que c'est limitant. Donc l'important, c'est de pouvoir arriver à développer ces deux qualités. Masculin et féminin, tout au long de la journée, ou des heures, ou des semaines, en fonction des éléments ou des rencontres que l'on fait. Et si on arrive à développer ces deux éléments, et qu'on s'amusait à peser ces deux éléments, notre balance nous montrerait quoi? Notre tripes et notre cœur. Notre cœur et notre tripes, ce qui est au centre de nous, au fond de nous. Donc à ce moment-là, quand on est beaucoup plus dans notre cœur et nos tripes, donc les fondations, d'une façon constructive, ça veut dire qu'on a un côté masculin et féminin beaucoup plus équilibré. On pourra regarder comment aussi après. Alors toujours par rapport à ce côté masculin-féminin, lorsqu'on est enfant, les parents nous indiquent en faisant quoi? En faisant « fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais ». D'accord? Quoi d'autre? Le curé. Oui, le curé. Quoi d'autre encore on peut nous dire dans ce style-là? Qui font que ça crée des dualités qu'en tant qu'enfant on ne comprend pas trop. Et qui fait que ça sépare. Parce qu'ici, en fait, on a notre intuition, et ici, on a notre raison. Donc en tant qu'enfant, on ne comprend pas que le parent nous dise, le parent ou la télé ou le super-héros, ou enfin des choses comme quelqu'un que l'on aime, que l'on considère, et que ça n'aille pas avec ce que l'on ressente en tant qu'enfant. Donc sauf si c'est un caprice, il n'y a pas de problème, mais l'enfant ne fait pas que des caprices. Donc il peut aussi entendre un homme ça pleure pas. Ça pleure pas parce que c'est les femmes qui pleurent. Ah oui.
Donc, toute l'éducation reçoit multiples éléments comme ça, qui font qu'on fait une croix sur notre intuition et on dévalorise le côté féminin. Et la femme qui a aussi 50% de féminin, ben, l'entend aussi, et coupe aussi avec son intuition, même si elle a plus accès à son intuition que le masculin, elle coupe aussi. Maintenant, ce féminin, certains hommes ont ce féminin. Qui sont les hommes? Quelles sont les catégories d'hommes qui ont plus ce féminin? Et souvent même que les femmes. Ou autant. Les homosexuels. Oui, certains homosexuels. Donc là, il faut catégoriser, parce que certains, c'est juste pour l'image. Donc on va prendre les vrais. Donc quels sont dans l'homosexualité, mais des fois, il n'y a pas besoin d'être homosexuel, tout simplement efféminé, très efféminé. Soit dans les gestes, soit dans les émotions, soit dans la compréhension. Par exemple, il y a des hommes qui sont efféminés parce qu'ils parlent beaucoup. Et puis c'est tout, ils sont tout à fait masculins, ils n'ont même aucun geste féminin, à part beaucoup parler. La sensibilité aussi. Oui, la sensibilité. Donc quels sont les types d'hommes, quel type de métier font-ils ces hommes-là? Voilà, artistes. Voilà, les artistes, les peintres, les sculpteurs. Donc, oui, les couturiers, les designers, les coiffeurs. Oui, c'est ceux ça. qui ont... Donc, on s'aperçoit que ces hommes-là, pour la majorité des cas, il y a toujours des exceptions, il y a des hommes, enfin de ces hommes-là qui restent hommes, mais la majorité, 9 sur 10, ils ont quand même un fort côté féminin développé. Ils ont des gestuels féminins, que ce soit physique ou émotionnel ou intellectuel. Donc il y a une gestuelle à un certain niveau plus féminin que les autres. Et inversement, quelles sont les femmes qui peuvent avoir plus un côté masculin? Quel type de métier font-elles? Quelles apparences ont-elles, etc. Les métiers d'hommes. Oui, les métiers du sport, par exemple. Oui. Les sportifs. Oui. Ça dépend du sport. Oui, c'est souvent du sport. Chef d'entreprise, Oui. c'est aussi reconnu qu'il y a plus de femmes dans certains niveaux que d'hommes. Aussi, mais si, bon, on ne peut pas dire que le chef d'entreprise soit plus masculin que féminin, mais Oui, si on prend les femmes chefs d'entreprise qui ont le type masculin, quelle différence elles ont avec les autres femmes? L'autorité, Oui. L'autorité, quoi d'autre? Donc le type d'habillement, ou le type de coupe de cheveux, ou le type de voix, oui, parce que ou le type même de geste, oui. ou le type de carrure. C'est pas féminine. Voilà. Maintenant, si vous interrogez les hommes, est-ce que un homme qui verrait une femme qui aurait une partie masculine développée à 50%, pas à 100%, mais à 50%, est-ce que les hommes vont dire que cette femme est désagréable? Non. Est-ce que, inversement, si une femme a développé son côté masculin à 50% et pas à 100%, est-ce que l'homme va dire que la femme est désagréable? Non plus. Voilà. Donc ça veut bien dire que ce sont aussi des valeurs intéressantes, complémentaires et intéressantes. Maintenant, si on prend soit le côté féminin, soit le côté masculin exacerbé chez un homme ou chez une femme, donc destructeur, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme côté féminin ou masculin exacerbé chez un homme ou chez une femme qui fait que l'autre partenaire dit « ben non, ça ne m'intéresse pas ». Les hommes qui sont précieux, qui s'occupent d'eux, ça peut gêner certaines femmes. Et les femmes de pouvoir. Alors, est-ce que par exemple, un homme ou une femme qui donc un côté féminin exacerbé, ça peut être parler sans s'arrêter. Ah oui, qui Dans l'extrême, Parler sans arrêter, que ce soit un homme ou une femme, si la personne parle sans s'arrêter, sauf exception, toujours des exceptions qui confirment la règle, et dans la majorité des cas, voilà, c'est pas la joie. Est-ce que le fait de parler sans s'arrêter, c'est féminin? Pas forcément. J'ai dit exacerbé. Ah, exacerbé. J'ai dit une qualité exacerbée, c'est-à-dire mis à l'extrême. Extrême. Donc destructive. Je vais demander des exemples destructeurs masculins ou féminins que masculin ou un peu féminin peut avoir. Donc tous les extrêmes sont gênants en fait. Ah, oui. Une maniaque. Un maniaque. Voilà. Et puis c'est hormonal aussi, parce qu'on a tous des hormones, Oui. les mâles et les femelles. Voilà. On est aussi féminin, moi je le sais. Je le connais bien.
Exact, Et je pratique. c'est bien. Et Mais il y a donc, des femmes qui apprécient ça. oui, Bien sûr. tout à fait. Il y a des femmes, vous pouvez connaître des couples dans lesquels la femme est extrêmement masculine, qui peut avoir 80% de masculin, et qui a un homme extrêmement féminin, aussi à 80%. Donc, éventuellement, on peut avoir des couples sur lesquels la femme peut avoir un côté masculin exacerbé. Donc, ça serait quoi un côté masculin exacerbé? Commander, Qui impose. qui aime diriger. Oui, mais un masculin, si on prend le côté féminin, si on met en face le côté féminin qui parle beaucoup, d'accord, quel serait le complémentaire masculin? Un peu russe. Celui qui dit rien. Voilà, celui qui dit rien. C'est passif. Donc, qui dit rien, qui est passif, qui subit tout. Donc, on peut avoir une femme qui peut être directive et autre, mais qui ne disent rien. Elle est directive dans sa façon de faire, mais sans rien faire. Et un homme qui parle beaucoup, parce qu'il a la place des deux, donc il peut parler, et ainsi de suite. Donc on peut rencontrer ce type de couple-là aussi. Donc dans toutes ces différences, dans certains couples, ça les arrange, ils sont très bien comme ça, il n'y a aucun problème, il ne faut pas les déranger, puisque C'est équilibre, sont voilà, complémentaires. tout va bien. Mais ce qui est important de regarder, c'est dans les cas des qualités et des défauts, donc les qualités, il n'y a pas de problème, mais dans les défauts, quel est le bon fond des défauts? Et de voir que la personne auquel on pourrait dire qu'elle a tel défaut, il est caché une qualité que l'on peut trouver et que l'on peut valoriser ou que l'on peut reconnaître. Parce que si on la reconnaît, d'un seul coup, elle est moins difficile pour nous à vivre ou à rencontrer ou à côtoyer. Et en même temps, si elle nous dérange, c'est qu'on a peut-être quelque chose à voir avec. Donc dans les complémentarités, dans les différences, c'est quelque chose aussi à regarder, à noter, et à voir comment on peut voir le bon côté des choses dans ce qui peut nous déranger. On peut toujours voir le bon côté. Oui, on peut toujours le voir. Maintenant, c'est pas parce qu'on voit le bon côté des choses derrière un défaut qu'il peut y avoir des défauts extrêmes, donc on va prendre tuer, qui fait que il est difficile de reconnaître le bon côté des choses, même si peut-être dans l'univers il y en a un, mais c'est pas parce qu'on reconnaît le bon côté des choses qu'on dit bon, je suis d'accord avec ce que tu fais. On est obligé de l'accepter en fait. Non, c'est pas pour ça qu'on dit je suis d'accord. On reconnaît le bon côté parce que ça veut dire on comprend éventuellement pourquoi il fait ça, ou pourquoi la vie fait que ça se passe comme ça, mais en spécifiant aussi que c'est pas normal pour telle et telle raison. Alors par rapport toujours à ces différences, pour pouvoir exploiter les différences et les complémentarités, lorsque l'on se rencontre, par exemple, il y a un moment dans le présent où deux êtres humains se rencontrent. Ce moment dans le présent, qui est situé ici, pourquoi? Parce que le passé de l'un est là et le passé de l'autre là, et le futur potentiel de l'un est ici et le futur potentiel de l'autre est ici. Donc dans le moment présent, qui est ici, le moment de la rencontre, juste avant la rencontre, donc ça peut se passer une seconde avant, une heure avant, une semaine avant, un mois avant, pareil pour l'autre, une seconde avant, une seconde avant, une semaine avant, un mois avant. Dans quelle vibration est-ce que l'on était envers l'autre? Quelle était la vibration? Qu'est-ce qu'on attendait de l'autre? Qu'est-ce qu'on était soi-même? Et en fonction de la vibration que l'on avait juste avant la rencontre, donc ça marche aussi bien pour un homme ou pour une femme, que pour moi et un travail, que moi et un voyage, que moi et une peur, que moi et l'achat d'un animal, dans la vibration dans laquelle je suis avant, je vais donc moi et un projet, je vais avoir une vibration, et souvent cette vibration, au moment de la rencontre, et au fur et à mesure de la vie commune, s'il y en a une, au fur et à mesure de cette vie commune, je vais transformer les choses que j'avais mis dans le passé vécu et dans le futur potentiel. Pour chacun va transformer, ce qui fait que ça sera différent de ce que j'avais prévu à l'origine. Si c'est différent et que j'ai diminué ou fait disparaître des qualités, la relation sera difficile.
Par contre, si c'est différent parce que j'ai fait disparaître et modifier des défauts, la relation sera beaucoup plus facile. Donc, souvent, l'une des problématiques, c'est que après la rencontre, on modifie, sans le vouloir, on modifie notre façon, ce qu'on avait prévu d'une relation. Parce qu'on pense que c'est bien ou c'est mal, donc on modifie les choses. Et dans les complémentarités, ce qu'on avait reconnu consciemment ou inconsciemment, vibratoirement, au niveau de la rencontre, on avait prévu de faire telle et telle chose, qui fait qu'au bout d'un moment, on ne les fait plus. Si c'est un défaut, c'est normal, d'accord. Si c'est une qualité, ben, c'est comme si on se coupait les ailes, ou si on coupait une des qualités que l'autre avait reconnues en nous. Si c'est à long terme, c'est pas bon du tout. Si c'est à court terme, c'est pas grave. Parce qu'on a pu mettre les choses de côté à un certain moment pour... Donc par rapport à ces qualités, et c'est bien de savoir déjà avant ce que l'on veut, nous, de soi-même, de notre propre vie et de l'autre, et quand on rencontre l'autre, qu'est-ce qu'on aime chez l'autre, et qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie, qu'est-ce que l'autre veut faire de sa vie. Si on ne parle pas justement des complémentarités et des différences, si on n'affirme pas ce que nous, on veut dans notre propre vie, qui a été conditionné au moment de la rencontre et avant la rencontre, et ce qu'avant la rencontre, on pensait du futur, et pareil pour l'autre, il y a la vie de l'autre aussi, qui était conditionnée au moment de la rencontre par rapport à ce qu'on a fait de son passé, ce qu'on voulait dans son présent, de son futur, et ce qu'on estimait de son futur potentiel. Si on ne parle pas justement de ce que l'on aime, ben, on risque de partir sur une mauvaise donne. Donc c'est important d'expliquer ses qualités et ses défauts, et d'en parler. Parce qu'en plus de ça, après, il y a la vie commune. Donc, on a la vie commune, et on a la vie de chaque individu. Ce dessin, si je le reprends d'une façon symbolique, en dessous, je le reprendrai comme ceci. La vie de l'un, la vie de l'autre, et la vie commune au milieu. Ce dessin peut être remplacé par celui-là, à une seule condition, c'est que l'on ait 100% de points communs. Et quand on n'a pas 100% de points communs, si on estime par exemple avoir 50% de points communs, ça veut dire qu'il y en a 25 ou 50 de chaque côté. Si on prend le côté et qu'on dit qu'un des deux personnages est plus introverti, donc plus mathématique, plus tranchant, plus cartésien, et l'autre est plus extraverti, plus dans tous les sens, de la même façon que lorsqu'on est enfant, les parents essayent le plus possible que chaque enfant ait une chambre à lui, pour se développer, pour se créer, pour avoir son espace d'indépendance. De la même façon, quand on est adulte, on devrait avoir une pièce à soi de créativité, sur laquelle il y a un lieu commun, dans lequel il y a la chambre, la cuisine, le séjour, etc. Mais une pièce de créativité, chacun, parce que celui qui est le plus introverti, par exemple ici, va peut-être lire, ou faire de la méditation, ou écouter de la musique classique, et puis celui-ci va peut-être plus écouter du jazz, enfin du rock, ou inviter les copains, ou fumer, et ainsi de suite. Donc, ça va plus faire des choses qui vont vers l'extérieur, comme la fumée de la cigarette va vers l'extérieur, et ainsi de suite. Il y en a un qui va beaucoup plus être dans les choses qui vont loin, et l'autre va plus être dans les choses qui sont centrées. Donc, il va plus faire le microscope plutôt que de faire le télescope. Donc, on aurait plus un télescope ici qui va loin, et plus ici un microscope. Donc le microcosme et le macrocosme. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que si celui qui est introverti s'est mis avec un extraverti, et inversement, celui qui est extraverti s'est mis avec un introverti, c'est que l'introverti qui, lui seul, est très rigide, et l'extraverti qui, lui seul, est éventuellement très bordélique, le rigide va aller apprendre plus de souplesse, et l'extraverti va lui aller apprendre plus de rigueur. Donc si on fait la moitié du chemin, ça donne ça. Mais si on n'a pas chacun une pièce de créativité, on ne pourra jamais aller apprendre de l'autre. Si on n'a qu'une seule pièce centrale, on va tous se battre pour savoir comment on va décorer, comment on va faire, et ainsi de suite. Donc lorsqu'on a des différences, il vaut mieux avoir des lieux. C'est un peu ça, mais on peut le faire dans un même appartement, d'accord, dans une même maison ou autre. Maintenant, les pièces, enfin les éléments de chacun, ici et là, seront plus ou moins grands en fonction du nombre de points communs que l'on a ensemble.
Si on a beaucoup de points communs, une extrême, ça serait... Il n'y a pas besoin de différence, on n'a pas besoin de faire ces pièces de créativité. Mais si on a très peu de points communs, ben alors cette pièce ici, enfin celle-ci, de pièces vont être beaucoup plus grandes et les points communs seront beaucoup plus petits. D'accord? Plus restreints. C'est exact. Donc tout ça est aussi à voir par rapport à ces différences et ces complémentarités. Pour aller plus loin et pour réfléchir encore là-dessus, pour que vous puissiez réfléchir sur votre propre vie et ainsi de suite, une façon de voir aussi dans les complémentarités et dans les différences, c'est si vous prenez votre vie de la naissance jusqu'au présent, vous pouvez analyser votre vie en famille, puis éventuellement vous avez été seul, puis éventuellement vous avez rencontré quelqu'un, puis vous avez été seul, puis vous avez rencontré quelqu'un d'autre, puis vous avez rencontré quelqu'un d'autre, et vous en êtes ici. Vous pouvez analyser, pour connaître vos qualités et vos différences, 3 éléments. Le premier élément que vous pouvez regarder, c'est pourquoi vous avez voulu partir de cette relation-là, donc familiale. Pourquoi vous avez voulu partir de cette autre relation, puis de celle-ci, puis de celle-ci. Maintenant, ça peut être des relations amoureuses, puis après vous pouvez regarder les relations professionnelles, puis les relations amicales, puis les relations familiales, et ainsi de suite. Plus vous regardez le nombre de relations, plus vous aurez de qualités par rapport à vous, ou d'éléments qui vont vous dire quelles sont vos complémentarités ou vos différences. La deuxième chose à regarder, c'est, ok, j'ai voulu partir pour certaines choses qui me dérangeaient, il faut que je vois aussi vers quoi je voulais aller. Parce qu'au moment où j'ai voulu partir, et même bien avant, je me disais ce que je voulais, plutôt que ce que je n'avais pas. Donc c'est important aussi de se rappeler maintenant, là où vous en êtes maintenant, quels sont les éléments vers quoi vous voulez aller. Parce que ça fait partie de vos qualités. Et la troisième chose à regarder, c'est quand vous étiez seul dans votre vie, entre 2 relations, ou entre 2 travails, ou entre 2 pays, ou entre 2 familles, qu'est-ce que vous avez fait de votre vie que vous avez oublié de faire après, et qui font partie aussi des qualités que l'on a, et que l'on a oubliées. Donc c'est important dans les complémentarités de ne pas oublier ces éléments-là. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans la vie, on a vu qu'il y en avait un qui était plus actif, plus passif. Donc si je m'amuse à symboliser ceci, ça donnerait quelque chose comme ça, sur lequel j'ai un individu qui est plus passif et un individu qui est plus actif. Et celui qui est plus actif tire dans un domaine. Des fois, il tire dans tous les domaines, mais des fois, il tire plus dans un que dans l'autre. Donc, que ce soit tous les domaines ou un seul, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand il y en a un qui tire, si au bout d'un moment, il n'a plus les moyens de tirer, ou s'il tire trop et que l'autre est trop lourd ou ne veut plus avancer, qu'est-ce qui se passe? Ça casse. Mais vu que cette force-là était plus forte que les autres, en général, c'est ce qui se passe. Donc, il y a généralement surtout la force supérieure et très peu celle-ci. Qu'est-ce qui se passe lorsque ça casse? Celui du haut part beaucoup plus haut. Celui du bas, vu qu'il est dans l'élan, il monte de grade, parce qu'il a quand même vécu avec un référent qui l'a poussé, qui a donné une nouvelle façon de faire. Et qu'est-ce qui se passe? Celui qui... c'est exact. Donc celui qui monte plus haut va souvent rencontrer quelqu'un qui va le tirer, et inversement, celui qui change d'élément va rencontrer quelqu'un qui va tirer. Donc souvent, il se passe ces effets de vague qui font que celui qui a fait subir quelque chose à quelqu'un va après le subir par quelqu'un d'autre. Et inversement, parce que souvent ça casse et on veut autre chose. Mais ça c'est les cas courants, mais c'est pas toujours comme ça, il y a une multitude de solutions, mais dans les cas courants c'est souvent comme ça. Alors, on est arrivé un petit peu au bout de cet exposé. Il y en a systématiquement un qui tire l'autre, il n'y a pas d'égalité. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a plusieurs cas, juste quand j'ai commencé ce dessin. Donc j'ai dit que je dessine le dessin dans le cas, il y en a un qui peut tirer dans un domaine ou dans tous les domaines,
Mais même s'il y en a un qui tire dans un domaine, il se peut que l'autre tire dans d'autres domaines. Donc ça donne cette égalité. Je l'ai dit juste au début du dessin. Et si vous avez tout à fait raison. Et dans le cas d'une séparation, avec l'un qui tire dans un domaine et l'autre dans l'autre, Il se passe la même chose. qu'est-ce qu'ils vont rechercher l'un l'autre? Ça veut dire Puisque finalement, c'est la même chose. C'est la même chose qu'on prenne plusieurs domaines différents et qu'après on étudie chaque domaine, ça revient à la même chose que ça lorsqu'on prend un seul domaine. D'accord. Puisque s'il y en a un qui est plus vers le sport et l'autre qui est plus vers la méditation, il y en a un qui va vouloir partir, l'autre qui va vouloir rester. Si ça casse parce qu'il y en a un qui veut partir, l'autre qui veut rester, il se peut que celui qui veuille partir rencontre quelqu'un qui veuille partir encore plus, et lui soit tellement fatigué qu'il veuille faire une pause. Donc, et l'inverse, l'autre, celui qui était plus dans le passif, rencontre quelqu'un encore de plus passif que lui, et lui était devenu plus actif, et subisse ce qu'il a fait subir à l'autre. Donc, ça marche dans tous les cas. Alors, comme je disais, je suis arrivé un petit peu au bout du début de cette démonstration. Et quelles sont un peu les questions que vous avez notées, les éléments que je n'ai pas abordés, que vous auriez aimé que l'on aborde, sachant qu'on a beaucoup regardé quels sont les éléments qui peuvent nous bloquer, nous scinder, nous cliver, qui peuvent faire qu'on est dans une dualité, et qui fait que on comprend difficilement l'autre, parce qu'on voit souvent le verre à moitié vide, c'est-à-dire le côté négatif de l'action de l'autre, et pas le côté positif. Parce que si on prend quel est le côté positif du côté extraverti ou du côté exacerbé qu'on a évoqué de quelqu'un qui parle trop, un homme ou une femme. Donc on a dit que c'était un défaut parce que souvent ça menait, si c'est d'une façon extrême, à être saoulant. Mais quel est le côté positif de cette... quel est le bon fond qui est caché derrière le fait de... Quelles sont les différentes hypothèses qu'on pourrait mettre pour expliquer qu'une personne veuille beaucoup parler. Elle veut donner, elle veut communiquer, voilà. Elle veut partager. Voilà, c'est ça, elle veut donner, elle veut partager. Elle veut animer. Elle veut communiquer, elle veut animer, c'est exact. Elle veut être entendue. Oui, donc si on prend, elle veut être entendue, elle veut animer, elle veut partager, est-ce qu'éventuellement, puisqu'elle peut devenir saoulante pour son partenaire ou pour ses partenaires, est-ce qu'éventuellement elle est au bon endroit ou est-ce qu'elle applique son art au bon endroit? Peut-être pas, non. Voilà. En général, c'est des gens qui le font partout, ça. Oui, mais... Il faudrait qu'elle l'utilise pour quelque chose de positif. C'est ça. Donc il faudrait qu'elle utilise son art dans un domaine particulier qui aurait beaucoup plus de répercussions et de sens que de l'utiliser éventuellement dans un milieu confiné qui fait que c'est comme si exacerbé, ça prenait toute la place et ça devient plus étouffant qu'autre chose. Je pense que c'est une forme de reconnaissance aussi. Chacun dans ce monde a donné d'abord sa place. Alors, si on le prend comme ça, vous avez raison que ça peut être en partie comme ça, mais si on le prend comme ça, est-ce que c'est plus une connotation positive ou destructive, ce que vous dites? Pour la majorité des gens. C'est plus destructif. C'est plus destructeur, d'accord? Quand on dit que c'est du côté reconnaissance, c'est plus destructeur. Donc on est d'accord avec vous, mais c'est pas comme ça qu'il faut le présenter. Parce que la majorité des gens vont se sentir coupables. D'accord? Et alors, la solution, c'est quoi? Qu'elle aille faire du théâtre? Ça peut être qu'elle aille faire du théâtre, mais ça peut être qu'elle peut devenir leader de quelque chose. Ça peut être qu'elle peut être manager, ça peut être qu'elle peut être syndicaliste ou autre. En fait, quelqu'un qui a besoin de s'exprimer. Donc il faut qu'elle trouve dans le domaine. Ça peut être... voilà, il y a plein de qualités. Ouais, on peut beaucoup parler sans être leader pour autant. Hein. Oui, alors dans quel cas, ça pourrait être ce cas-là est constructeur. Ben, c'est ça justement. Ce qu'il faut, c'est que la personne, pour qu'elle puisse utiliser sa qualité et qu'elle puisse justement avoir une belle relation, que ça puisse être complémentaire avec autre chose, puisqu'il y a toujours l'exception qui confirme la règle, donc dans l'exception qui confirme la règle, il faut que, par exemple, l'image qui me vient, c'est la personne qui fait la criée. Celui qui... combien dans la salle, enfin on est une vingtaine, qui parmi nous sommes capables d'aller remplacer la personne qui fait la criée et qui passe une demi-heure, 1 heure, 2 heures avec son jargon et à crier à tue-tête, même s'il est avec son micro, qui est capable de faire ça, qui est même capable d'en faire un métier. Je
Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup qui sont capables de faire ça. Il faut vraiment une qualité particulière ou éventuellement avoir un défaut de reconnaissance ou autre, mais c'est... Il y a des choses que très peu de gens peuvent faire et ça serait compliqué pour la majorité des autres. Bien sûr. Et normalement, si chacun est à sa place et fait la créativité qu'il est fait à faire, alors il s'éclaterait et ça serait très compliqué pour les autres à venir faire ce qu'il fait. Parce qu'on est tous faits à faire une chose très différente et très particulière. Pour autant, il faut que la personne soit consciente de... Oui, c'est pour ça qu'on essaye de regarder les complémentarités et les différences et qu'on soit conscient du fardeau, des bagages qu'on nous a donnés, constructeurs et destructeurs, pour avoir plus de conscience de quelles sont nos qualités et comment je peux les mettre en place et quels sont mes défauts et quels sont derrière mes défauts les bons fonds que je pourrais mettre en place dans toute relation, y compris homme et femme. Puisque dans toute relation, on est tantôt masculin, actif, tantôt féminin, passif. Et en sachant que les deux côtés sont constructeurs. D'accord ? Si on regarde le côté... si on fait une petite démonstration, puis après je vous redonne la parole, si on fait une démonstration du fait qu'on est, sans le vouloir, à tout instant actif et passif, on est similaire à cet exemple-là. On a une planche de bois sur laquelle on a un clou, on a une masse, un manche, une massette, on a une main et un bras. Si je prends la planche et le clou, cet ensemble-là, j'ai la planche qui est passive et le clou qui est actif. Si je prends la masse et le clou, j'ai le clou qui est passif et la masse qui est active. Si je prends cet exemple-là, qui est le manche et la masse, j'ai la masse qui est passive et le manche qui est actif. Et ainsi de suite. Si je prends cet exemple-là, j'ai le manche qui est passif et la main qui est active. Donc on s'aperçoit à tout instant que tous les éléments sont actifs et passifs en même temps. Donc on est vraiment masculin et féminin, donc on ne peut pas rejeter ces deux parties. On les a à chaque instant et elles sont toutes les deux constructives. Maintenant, il faut prendre du recul et prendre ce temps-là pour reconnaître que derrière nos défauts, il y a un bon fond et trouver lequel. Oui, mais pourquoi c'est difficile? Parce qu'on nous a éduqués à regarder que les problèmes, à regarder que ce qui ne va pas, à démanteler les problèmes et pas à regarder le bon côté des deux côtés. Est-ce qu'on est capable de le savoir, ça? Je veux dire, quand on a des défauts, des qualités, soi-même, de savoir faire la part des choses. Ce défaut, est-ce qu'on va trouver la bonne... Alors oui et non. Oui et non, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a tous des qualités différentes. Donc si quelqu'un n'est pas capable, il s'aide de quelqu'un d'autre pour le faire. Et la personne qui va aider ne sera pas capable de faire autre chose, qui va trouver quelqu'un d'autre pour le faire, et ainsi de suite. Donc c'est là où on est tous complémentaires. Mais c'est possible de trouver toutes ces choses-là. Pour corroborer la question, ce sont les autres qui nous révèlent, quoi. Quand on... J'ai pas tout bien compris. Pour corroborer avec la question d'avant, ce sont les autres qui nous révèlent. Les autres, oui. Les autres et soi-même, puisqu'on fait 50% partie des autres. Puisque nous, on révèle les autres, nous, ton ennemi est ton ami. Donc les autres nous révèlent, et en même temps, ce que je aime quelque part est quelque chose que j'aime. Donc je ne tombe amoureux que de moi. Donc, en effet, l'autre nous révèle. C'est facile de faire cet exercice-là. Parce qu'un défaut qui peut être une qualité pour certaines personnes. Le fond du défaut et la qualité, pas la forme. La forme du défaut. Fond du défaut, le fond, Oui. j'arrive pas à saisir comment on peut chercher le fond, Eh ben, le fond du défaut. tout à l'heure, on a pris comme défaut, ça peut être soit beaucoup parler, ne laisser plus de place aux autres, soit se taire complètement et laisser toute la place à l'autre. Donc quelle peut être la qualité de ces deux façons de faire? Mais ça dépend de la situation aussi, non? Oui, bien sûr, ça dépend aussi de la situation. Parce qu'on peut ne pas être pareil à un moment donné avec une personne ou avec une autre. Vous avez tout à fait raison, c'est ce que j'exprimais en fonction de l'heure, du jour, du moment, de la situation et autres. On est d'accord. Mais dans le défaut donc, de beaucoup parler, ou si on considère que c'est un défaut, donc dans le défaut de beaucoup parler et de prendre toute la place, et dans le défaut de ne rien dire et de laisser toute la place, quel est le bon fond caché derrière ces deux façons de faire? Mais moi je dirais que ça dépend du moment. Aussi, donc ça peut si, dépendre donc du si moment. vous dites que ça dépend du moment, vous êtes d'accord pour dire qu'il y a bien des Ça qualités. peut être une qualité. Voilà. Donc on est d'accord. D'accord.
C'est ce que je voulais savoir. Si, bien sûr. Ça dépend des qualités, puisque, comme on a pu le dire, si on reprend l'exemple du patron, il peut être homme ou femme. Un patron de 8h du matin à 18h le soir sera organisé, maîtrisé, contrôlé, etc. Et arrivé à 18h jusqu'à 8h du matin, il ne sait plus faire. Parce qu'il est confronté à une autre situation, à une autre personne, à un autre lieu, etc. Oui. Je pensais que bon, ces prises de conscience, peut-être moins profondément on les a, mais tout est gâché par l'affect. Parce qu'en fait, on est conscient souvent dans une relation, que ce soit professionnelle ou amicale ou amoureuse, l'affect est toujours là et il est ancré depuis notre plus jeune âge. Alors, vous avez en partie raison, mais pour moi, c'est pas gâché par l'affect, c'est gâché par un manque d'hygiène que l'on n'a pas appris. Il existe l'hygiène physique, l'hygiène émotionnelle, l'hygiène intellectuelle et spirituelle. Donc il y a une hygiène là-dessus que l'on n'a pas apprise. Donc pour vous symboliser cette façon de faire avec deux exemples différents, la première chose, c'est que dans votre exemple, ce qui est gâché, c'est la relation. D'accord ? Donc on dit c'est gâché d'une façon par l'affect. Cet affect, donc c'est échanger quelque chose de profond. L'affect, c'est l'affectif, donc c'est quelque chose d'intime, de personnel. Donc d'échanger avec quelqu'un d'autre quelque chose de profond. Ce qui est profond, c'est quelque chose de précieux. C'est un trésor, souvent, qu'on met dans les profondeurs. C'est quelque chose que l'on cache, qu'on ne donne pas à tout le monde. D'accord ? Et cette chose-là que l'on ne donne pas à tout le monde, c'est comme un trésor. C'est précieux. Donc, si vous aviez chez vous une malle grande comme le bureau, remplie de trésors, donc de trésors, ça peut être de l'argent, de l'or, des billets, et ainsi de suite, et que, puisque vous ventilez votre appartement pour faire circuler les énergies, vous allez faire rafraîchir votre coffre en le mettant dehors, dans la rue. Vous ouvrez, vous partez travailler, vous revenez le soir. Qu'est-ce que vous trouvez dans votre coffre ? L'espace, le vide. Voilà. Bon, vous ne trouvez plus rien. Ça sous-entend qu'aujourd'hui, voilà, sans le corps, tout est parti. Ça sous-entend simplement que l'humanité aujourd'hui ne sont pas encore au niveau de respecter les trésors de chacun. Mais, donc ça veut dire que vous devez choisir à qui vous donnez vos trésors. Si vous donnez des trésors, donc si vous n'avez pas l'hygiène de donner vos trésors à des gens qui ne rentrent pas dans ces trois critères, qu'ils n'ont pas le respect d'eux-mêmes et des autres, qu'ils n'ont pas l'amour d'eux-mêmes et des autres, qu'ils n'ont pas l'envie de progresser. Progresser, c'est avancer et s'élever. Avancer et s'élever. Si vous ne respectez pas un minimum d'hygiène émotionnelle par rapport à l'affect, c'est comme si la personne à qui vous partagez, s'il lui manque un seul de ces 6 sous-critères ou un seul de ces 3 critères, c'est comme si sur un plateau vous offriez votre chair ou votre sexualité à un requin. Votre intimité, il la dévore. Donc, si on respecte pas ça, en effet, on peut dire, après ce que vous dites, je suis embêté par l'affect. Pour moi, c'est pas l'affect, c'est des conditions d'hygiène que j'ai pas mis, des règles d'or que j'ai pas mis en place dans les relations que j'ai. Qui ont été elles-mêmes induites par une éducation. Oui. Aussi. Par une éducation, mais surtout, je dirais, par un manque d'éducation. Donc par des informations minimum qu'on ne nous donne pas. Par exemple, on nous dit, il ne faut pas fumer parce que ça fait du mal. Et quand on nous dit, il ne faut pas fumer parce que ça nous fait du mal, on ne montre que le côté négatif. On ne nous donne pas le côté constructeur. On ne nous dit pas, pourquoi les gens fument, pourquoi ça leur ferait du bien, puisque s'ils le font, c'est qu'il ne faut pas non plus se cacher, c'est que ça leur fait aussi du bien. Donc il faut aussi dire à l'enfant, ça fait du mal pour telle raison, et ça fait du bien pour telle raison. Ce qui fait que le jour où il va, s'il essaye, il s'apercevra qu'on a dit juste par rapport aux bonnes raisons, et donc il va se entendre que le mal est vrai aussi. Mais au moins, on lui aura tout donné. Mais si vous lui donnez que le mal, le jour où il essaye et qu'il s'aperçoit qu'il y a aussi du bien, il va dire, le parent, t'es has-been. Donc je ne peux pas revenir vers toi pour t'es hors du temps, pour d'autres questions ou d'autres solutions. Donc c'est important de donner tous les côtés, positifs et négatifs, en affirmant votre point de vue à vous, en disant, moi je sais que c'est pas bien, puisque le total des deux, c'est pas bien. D'accord ? Maintenant, provisoirement, on peut très bien utiliser quelque chose de pas bien provisoirement, mais c'est difficile, parce qu'après, il y a des addictions derrière. Donc, il faut toujours donner votre point de vue à vous, s'il est constructeur. Maintenant, s'il est destructeur, parce que vous fumez, vous pouvez dire, moi je sais que c'est pas bien pour telle raison, c'est bien pour telle raison, j'aimerais ne pas fumer, mais j'y arrive pas. Et quand vous dites j'aimerais ne pas fumer, l'enfant entend j'aimerais. C'est ce que le parent veut. Même s'il fume, c'est moins grave. Parce que c'est pas ce que veut le parent. Donc ça donne un élément plus important à l'enfant, un référent,
plus important, comme une étoile à suivre, comme un phare qui guide. Donc c'est pareil là-dessus, c'est comme tout à l'heure la phrase que je disais, que lorsque le pont te dit l'humanité, la violence est humaine, c'est pas donner la bonne information. Par contre, si on dit que la violence est inhumaine, l'information est plus constructive, et moins passive. Parce que la violence est humaine, c'est passif. La violence est inhumaine, c'est actif. On accepte, quoi. Quand on le dit comme ça, on accepte que ça soit... Quand on entend quelqu'un de reconnu dire la violence est humaine, ça paraît c'est normal que la violence soit humaine. C'est normal qu'il y ait de la violence. Okay. Si on dit la violence est inhumaine, c'est beaucoup moins normal. Voilà. Et ça ne généralise pas la chose, et au contraire, c'est inhumain d'être violent. Et tout est une question de termes, quoi, en fait. Quand on dit quelque chose... Et de compréhension, Parce que le terme, pour moi, il ne faut pas rester sur un terme précis, comme certains disent, mais moi je ne suis pas trop de cet avis, où il faut employer les bons mots au bon endroit. Donc pour ça, il faudra un cadre pour mettre tout le dictionnaire, etc. Mais si on peut employer 10 histoires différentes pour expliquer la même chose, parce qu'on ne connaît pas le terme précis, ok. Même si vous ne connaissez pas le terme précis et que vous faites passer la vibration ou ce que vous voulez dire, il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas obligé de connaître le terme exact. Mais il y a aussi la spontanéité quand même, parce que je veux dire, bon, quand on est face à quelqu'un, on n'est pas forcément en train d'analyser tout ça, donc c'est ce qui est difficile, quoi. Parce que face à quelqu'un, là, on décortique tout ça. D'accord, donc solution. Voilà. Je vous écoute. Ben justement, c'est ça que je veux dire. La solution, c'est de prendre un cahier sur lequel je vais commencer à travailler, sur lequel je note quels sont les éléments déclencheurs de ma problématique et quels sont les éléments, les ressources que j'ai pu appliquer dans ma vie dans telle ou telle situation. Dans les situations difficiles, comment j'ai pu m'en sortir. Et quelles sont les situations difficiles duquel je n'ai pas encore pu m'en sortir. Donc les situations difficiles duquel je n'ai pas pu me sortir, quels sont les éléments déclencheurs qui font que cette situation perdure encore ou qui font que je sors de mes gonds quand ça arrive ou face à cette situation, je n'arrive à rien faire d'autre que rien. Donc je dois noter les différents éléments. Plus je vais les noter, plus je vais en avoir conscience, plus je vais me mettre dans une recherche et à chaque fois que je cherche quelque chose, si je prends bien le temps de chercher, je trouve. Je sais pas, mais si tout ce que vous avez cherché dans votre vie, à 99%, vous allez trouver. Et ça se reproduit souvent. Ça fait comme des schémas qui reviennent. Oui, quand on vient toujours dans les mêmes... Et plus vous allez chercher la solution, plus vous allez la trouver. Si vous ne faites que constater sans chercher, vous ne trouvez pas. Et moins on répète. Oui. Si on cherche. C'est vrai que souvent, les répétitions, on répète de moins. On répète toujours. On a une question, choses qui viennent à nous, écoute. on les répète souvent. On écoute si on travaille un peu, on les répète moins. Voilà, on écoute la question, oui. À partir du moment où on prend conscience, on va avancer, mais après on veut faire le travail pour la solution, pour essayer de... Déjà, on prend conscience. Pour prendre conscience, si je garde ma conscience, par exemple, j'ai envie de faire construire une maison. J'ai conscience que je veux une maison. Et puis j'imagine les plans, la salle de bain, la cuisine, la piscine, tout, j'imagine. Voilà. J'imagine, j'ai pris conscience. Est-ce qu'en prenant conscience, la maison va se faire? Non. Donc prendre conscience, ça ne suffit pas. Pour que ça aille plus loin, il faut que je commence à dessiner la maison, pour que je puisse donner quelque chose à l'archi. Que l'archi puisse mettre au propre, modifier tout ce qui ne va pas, qu'il puisse donner au maçon, qu'il puisse construire, et ainsi de suite. Donc si c'est écrit quelque part, c'est beaucoup plus proche de la solution, de la réalité, que si je garde dans ma tête. Donc prendre conscience, c'est bien, sauf ceux qui peuvent faire sans écrire, c'est ceux qui ont une mémoire d'éléphant, et qui se souviennent de tout, il n'y a aucun problème. Il y a certains, ils sont exceptionnels, qui font ça. Mais pour la majorité des autres, sur lesquels il y a tellement de choses à faire dans la vie qu'on oublie tout, il vaut mieux prendre un petit cahier d'éveil et puis noter par chapitre, par page, les éléments. Donc si j'ai pris conscience de ça, des qualités, parce que là on parle des défauts, mais aussi il faut être objectif et noter aussi toutes les qualités que j'ai, et les défauts, voir quels sont les éléments déclencheurs et quels sont, parce que les défauts qu'on a, ils peuvent venir de l'éducation, ils peuvent venir d'un apprentissage ou d'un manque d'information ou d'un mauvais apprentissage, donc des choses à modifier. Donc derrière les défauts, il y a souvent un bon fond. Donc je dois aussi reconnaître le bon fond. Le bon fond, c'est je veux faire quelque chose que je traduis avec de mauvais actes. Mais il y a bien quelque chose que je veux faire qui est bien. Il y a rarement des gens, il y a toujours des exceptions, mais pour la majorité des gens, si on dit quelqu'un dans la rue, je vais te tuer, c'est un terme, j'ai pas envie, mais je le dis. Donc derrière cette mauvaise phrase, il y a un bon fond. C'est quoi? C'est pas l'envie de tuer. C'est quoi le bon fond qu'il y a derrière cette phrase?
ce seraient les différentes hypothèses que je pourrais mettre de bon fond derrière cette phrase pas jolie. Ça peut être, tu pourrais respecter la vie des autres. Ou ça peut être, je suis peut-être pas aujourd'hui à ma place. Peut-être que j'ai fait quelque chose inconsciemment qui fait que l'autre a réagi comme ça. Ou peut-être je suis la goutte qui fait déborder le vase. Il y a eu 500 exemples, enfin, éléments avant qui ont fait que la personne sort de ses gonds contre moi et que je suis juste la goutte qui fait déborder le vase. Et comme on a pu le voir, c'est l'autre qui me renseigne. Ben, l'autre, quand il me renseigne dans cet acte, ça peut dire que peut-être que moi aussi, si je lis ça, c'est qu'il s'est passé 50 événements avant, ou 2 événements avant, qui font qu'aujourd'hui j'en arrive là. Et ainsi de suite. Donc, une fois que j'en ai pris conscience, je dois regarder quels sont les éléments déclencheurs, donc je dois faire un minimum d'analyse pour être objectif, donc avoir connaissance des choses, parce que si j'en ai pas connaissance, je suis dans l'ignorance, si j'en suis dans l'ignorance, je suis dans la peur. Il faut avoir envie de faire un travail. Oui, oui. Il faut avoir envie de se lever le matin, de se laver, de se brosser les dents, de s'habiller. Si je n'ai pas envie d'un minimum, je vais rester au lit et je vais devenir fou. Oui. Donc l'enthousiasme de faire ce travail, c'est le faire dans une direction qui me plaît. Si c'est le faire pour le faire, c'est pas intéressant. Si c'est le faire pour un objectif qui me plaît, alors là c'est beaucoup plus facile. Lorsqu'on se remet en cause dans la vie de tous les jours, souvent le miroir, l'image que vous renvoie le miroir ne nous plaît pas toujours. Est-ce qu'on l'accepte ou pas? Alors on va juste refaire la phrase pour prendre l'habitude. Alors est-ce que, si je me dis, lorsque je me remets en cause, est-ce que la majorité des gens l'entendent de façon constructive ou destructive cette phrase? Destructive. Alors moi aussi je l'entends. C'est-à-dire si moi je me dis je vais me remettre en cause, ben, déjà c'est qu'on est voilà, c'est difficile à entendre et c'est difficile de commencer un travail, je me remets en cause. Si je transforme la phrase, comment je pourrais le dire de façon constructive pour arriver au même résultat que ce que je voulais? Je veux comprendre. Oui, je veux comprendre. Je veux Je changer. veux réfléchir, je vais évoluer, je veux trouver des solutions, et ainsi de suite. Donc je ne suis pas toujours obligé de me culpabiliser, de me flageller, comme on m'a appris. Voilà. Parce que c'est plus facile. En même temps, autour de moi, je donne une autre vibration et je donne un autre exemple. Si je dis je vais me remettre en cause, ben, je vais dire à tout le monde, ben, ça serait bien que tu te remettes en cause. Voilà. Par contre, si je vais me dire je vais trouver la solution, je vais dire à l'autre, ben, tiens, quelle solution tu peux trouver à ça? Voilà, la même chose quand je dis quelle solution vas-tu trouver, ou as-tu trouvé, ou remets-toi en cause. C'est positif. Oui, ça donne beaucoup plus envie de travailler sur soi et de trouver. Alors c'était quoi Voilà. Comment? C'est ça. C'était quoi? La question? Bon, moi ça m'arrive tous les jours. Moi j'ai trouvé une thérapie sur le chant, donc avec le théâtre c'est autre chose. Mais je sais que souvent quand le miroir il ne me dit pas que je suis pas plus belle, je suis pas content. Ça c'est humain. Mais ça c'est un peu tout. Voilà, ça c'est pareil. Ça c'est humain, c'est la même chose que la violence est humaine. Oui, aussi. Donc c'est pas à employer ni à répercuter. Si on n'arrive à pas le prendre de façon destructive, c'est pas grave. Mais la majorité des gens l'entendent de façon destructive. Donc si pour soi on le prend de façon constructeur, éventuellement c'est pas grave. Mais c'est pas quelque chose à répéter pour la majorité. Donc vous voulez en venir à quoi? Je sais pas. Moi je me cherche, donc je sais pas. Oui, mais est-ce qu'il y avait une question ou c'était une constatation? Une constatation. D'accord. Donc c'est une constatation. Et quel est le côté constructeur de cette constatation alors? Je sais pas. Donc la constatation, ça serait quoi pour qu'on puisse refaire écouter à tout le monde? Quelle est la constatation et que tout le monde puisse chercher le côté constructeur? Redites-nous la question. Tu peux me parler de miroir. Si, non, mais on va quand même l'écouter. Alors, mise en cause. Alors, c'est quoi la question pour que tout le monde puisse trouver le bon fond de ce que vous voulez dire? Je sais pas, lorsque je fais l'intervention, par exemple, tête tranchée, que ce soit syndicaliste ou politique, ou champ ou autre. Je n'ai pas tout bien entendu. Mais je disais que souvent j'avais des positions, donc je me suis un peu amélioré, mais c'était Franchement. noir ou tout blanc. Voilà, vous aviez... Je rejetais l'enfant et l'eau en même temps. Oui, je Ça, jetais c'est forme. le bébé et l'eau du bain. Voilà, Donc j'étais trop tranchant. tout à fait. Et alors? J'essaie de m'améliorer, je travaille tous les jours, mais c'est pas... Donc c'est humain d'être trop tranchant, c'est ça? Je sais pas si c'est humain. C'était quoi alors votre constatation? Votre constatation c'était quoi? Je sais pas comment vous expliquer.
Je me suis reconnu quand vous disiez je parlais beaucoup du côté féminin, ça c'est exactement ce que je suis. Donc, c'est humain, ça veut dire que derrière toute façon de faire, il y a un bon fond. Oui, Oui, ah, ça, c'est ça, oui. ça, on est d'accord. C'est humain. Donc, c'est-à-dire, pour le besoin de grandir de l'humanité, on a besoin de pouvoir communiquer. Maintenant, si on le fait de façon extravagante, on risque plus de saouler les autres que de leur apprendre à communiquer. Si on le fait de façon trop dogmatique ou trop rigoureuse ou trop tranchante, on va repousser les autres, d'une façon. Mais il y a un bon fond, c'est celui de vouloir communiquer, de faire passer un message. Donc oui, en effet, c'est humain de vouloir communiquer, partager. Communion. Si on va un peu plus loin par rapport à cette communion, et par rapport à ce qu'on a évoqué tout à l'heure, je ne sais pas où je vais... Non, c'est après. Je vais le faire donc après. Je dessine toujours cet être humain, avec ce fameux verre à moitié vide. Puisque on a vu qu'on nous a beaucoup plus appris à développer le masculin, et le féminin, on l'a beaucoup plus mis de côté, à travers toutes ces phrases destructives, par rapport qui détruisent le féminin et l'intuition. Et si je dessine mon verre à moitié vide, quelle est la partie du verre à moitié vide? Celle d'en haut ou celle d'en haut? C'est dans... Celle d'en haut. Donc, on nous a beaucoup plus appris à regarder, à développer ce que l'on n'avait pas, par la peur du manque, que ce que l'on avait, ce que l'on a en soi, donc notre créativité. Créatif. On nous a beaucoup plus dit, regarde la maison du voisin, la femme du voisin, la voiture du voisin, plutôt que de regarder ce qu'on a chez soi. Et si on fait un autre symbolisme, toujours par rapport à ce côté féminin, cette discussion, cette communion, on pourrait s'amuser à le faire dans ce sens-là, sur lequel le siècle des Lumières a fait qu'on a développé beaucoup plus la lumière. D'accord? Donc, qui dit lumière, dit son opposé, sombre. D'accord? Donc, occulte. Et on a beaucoup plus mis de côté le côté intuition féminin. Mais en effet, on a aussi beaucoup plus développé le côté matériel, matière, finance et sexualité. Mais comme c'est, dans l'absolu, c'est pas le côté le plus noble de l'humanité, de l'univers, parce que l'argent n'existe pas, la sexualité, normalement, c'est fait pour la procréation et pas pour en faire de l'argent. Et la terre, c'est quelque chose à qui on doit rendre hommage. C'est pas quelque chose qu'on doit utiliser, enfin développer, enfin agresser. Donc on ne peut pas, comme vous l'avez cité tout à l'heure, l'exemple de dire que la matière, donc la sexualité, le masculin est plus en bas. Non, parce que la sexualité est plus due au masculin. D'accord? Et le masculin dégrade plus la sexualité que le féminin. Donc on peut difficilement mettre le masculin en bas avec la sexualité en bas. Si on prend cette bougie, la partie féminine, ça serait beaucoup plus la partie de la cire, d'accord? La partie masculine, c'est beaucoup plus la flamme. Et entre les deux, on a quoi? On a notre cœur et nos tripes, qui est beaucoup plus le lien, donc la communication, la religion, entre l'esprit et la matière, donc le lien, qui fait partie beaucoup plus du féminin, puisque c'est la femme qui enfante et qui crée le lien beaucoup plus dans les familles, de la grossesse jusqu'à après. Donc, par rapport à ça, on s'aperçoit que la communication est beaucoup plus féminine, et en même temps, ça va beaucoup plus vers la solution. C'est d'ailleurs pour ça que certaines musiques masculines disent que la femme est l'avenir de l'homme. Aussi. Donc c'est le bon fond qui est caché là derrière. Alors est-ce que vous avez, comme on arrive à la fin de notre temps de partage, est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, c'était le rapport entre l'homme et la femme. En fait, il y a toujours ce côté de séduction. Quand on est dans la séduction, je veux dire, est-ce qu'on peut être vraiment soi-même, je veux dire, puisqu'on veut plaire et qu'il y a des parties qui... Alors déjà, dans votre façon de faire, vous dites on est toujours dans la séduction. On est souvent... Toujours, souvent. Si vous faites
pourcentage, vous verrez que certains sont énormément du côté de la séduction et d'autres beaucoup moins, et que vous n'allez pas pouvoir me classer ni dans toujours ni dans souvent, mais dans peut-être 50%, et d'autres encore moins. Donc si on prend comme valide ce que vous avez dit, pourquoi est-ce que les gens veulent être dans la séduction? Dites-moi pourquoi. Quelles sont les hypothèses qu'on pourrait mettre? Pour plaire. Pour plaire, ouais. Oui, pourquoi plaire? Et justement, moi, peut-être. Pourquoi Pour pas être seul. Pourquoi plaire? Pourquoi se rassurer? Pourquoi ne pas être seul? Pour partager. Donc, pour pas être seul, pour plaire, Exister pour se rassurer. Exister pour. Parce que si on était seul face à soi-même. Est-ce que c'est plus pour être ou plus pour avoir? Est-ce que c'est plus pour être ou pour être, avoir? je pense. C'est beaucoup plus pour avoir. Être reconnu, c'est avoir la reconnaissance. Oui. Être avec quelqu'un, c'est avoir un partenaire. Tout ce que vous... Pour posséder, alors. Voilà, c'est pour posséder. Donc la possession, telle qu'elle est envisagée dans ce cas-là, c'est plus quelque chose qui nous alourdit. Quelque chose qui fait qu'on est obligé de mettre en art, enfin, de développer quelque chose que l'on a naturellement au fond de nous. Maintenant, c'est sûr que si, dans l'éducation, on a été dévalorisé là-dessus, donc il faudra faire un travail pour se revaloriser, mais pas pour séduire, simplement pour redevenir pour être soi-même, voilà, pour ne pas se dévaloriser. Mais tous les gens qui veulent séduire ou plaire, donc c'est plus pour avoir. Donc, c'est pas quelque chose à conseiller. Maintenant, comment faire pour sortir de là? C'est pouvoir reconnaître donc toutes ces qualités. Prendre un cahier et voir tous les gens que je connais, ou même si on veut le bon Dieu, que je ne connais pas, quels sont dans ce cahier, quels sont les éléments que je pourrais dire, qu'est-ce qui leur plaise, qu'est-ce qui chez eux, enfin, chez moi, leur plaise à eux. Si chacun, Pierre, Paul, Jacques, le bon Dieu, pourrait parler, qu'est-ce qu'il dirait qu'il y a de bien chez moi? Donc si je fais ce cahier en marquant tout ce que ces gens pourraient dire de bien, je verrai que je n'ai pas besoin d'être reconnu, puisque ils me reconnaissent déjà. Donc souvent, le fait de vouloir séduire, c'est vouloir avoir, en même temps, c'est s'alourdir. Donc si on est objectif et si on reçoit une éducation, ou si on modifie cette éducation pour connaître ses véritables qualités et défauts, on n'a plus besoin de vouloir séduire. Maintenant, c'est de la même façon que si je veux faire un régime, si aujourd'hui je décide de faire un régime, demain je vais constater que je n'ai pas maigri, je vais râler, je vais dire pourquoi j'ai décidé de mettre un régime, je n'ai pas maigri les 10 kilos que je voulais maigrir. Ben, il faut un certain temps pour modifier les habitudes. Donc, pareil dans ce cas de séduire, je ne pourrais peut-être pas modifier du jour au lendemain, sauf exception, mais au fur et à mesure que je vais travailler dessus, je vais retrouver ma confiance en moi, voilà, et ne plus être dans ce jeu qui fait que je perds du temps, je perds de l'énergie, je perds de la confiance, etc. Oui. Mais est-ce qu'on peut peut se changer? Est-ce que si... Même en faisant le travail, c'est pas tous les jours facile, pourquoi? Parce que des fois on n'aborde pas le sujet du bon côté, ou avec la bonne personne, ou c'est pas le bon moment. Mais si on le veut sincèrement au fond de soi, il faut utiliser le chemin qu'on ressent être le mieux pour soi. Même s'il peut sembler destructeur pour les autres, sauf si c'est pour détruire les autres, bien sûr. Mais s'il peut être destructeur pour leur avis, si ça ne les détruit pas, on peut utiliser n'importe quel chemin. Le tout, c'est de constater qu'on avance. Maintenant, il ne faut pas utiliser un chemin qui nous détruise vraiment. Il faut utiliser un chemin qui nous construise, mais dans la construction, il se peut qu'on ait besoin de se détruire un certain temps. Celui qui veut arrêter de fumer, il va se détruire un certain temps, il va détruire ses anciennes habitudes. Et quand il va arrêter de fumer, ben, il va sentir de l'angoisse, donc il va se détruire, il va sentir un mal-être, il va se détruire, etc. Donc il faudra bien que quand il va diminuer ses difficultés qui vont apparaître, il faudra bien qu'il mette autre chose à la place qui lui corresponde mieux. Donc il y a bien des destructions temporelles qui sont utiles pour pouvoir aller mieux. Pas tout le temps. On n'est pas tout le temps obligé de passer par la destruction pour aller bien, parce que vous pouvez aussi passer par la construction pour aller bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un défaut, et si vous vous amusez à développer la qualité proposée,
même si le naturel revient en galop, et que quand vous apercevez qu'il revient en galop, vous rajoutez une couche de positif, et vu que ça fait des semaines, des mois et des années que vous avez cette mauvaise habitude qui revient de temps en temps, dès que vous apercevez qu'elle revient, vous décidez de rajouter une couche, donc de positif, tout le temps, même si il y a toujours des éléments qui survivent, au bout d'un moment, le positif aura pris le dessus, simplement en travaillant sur le positif. Et le positif aura étouffé le négatif. Donc on n'est pas toujours obligé de travailler le négatif. Parce que l'énergie que vous mettez pour travailler le négatif est la même énergie que vous mettez pour travailler le positif. Donc autant travailler le positif de suite. Ça économisera beaucoup d'énergie à beaucoup de monde. On est arrivé à la fin. Est-ce qu'il y a une dernière question? Donc, ouvrez votre petit cahier d'éveil, notez tous ces points, faites-les au fur et à mesure en fonction du temps que vous avez, mais c'est la même chose que... c'est ça, c'est la même chose que les cours de musique. Vous avez, pour ceux qui ont appris à faire de la musique, vous savez que vous avez eu un rendez-vous avec votre prof une fois par semaine, souvent c'était le mercredi. Une fois par semaine, le mercredi, vous allez apprendre votre musique, solfège et instrument de musique, et vous allez travailler 1 heure par semaine avec le prof. Si dans la semaine, jusqu'au mercredi suivant, vous ne travaillez pas chez vous, quand vous revoyez le prof, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi ce qui se passe. Non, c'est pas on a presque tout oublié. C'est qu'on ne sait rien de plus que le premier jour on est venu le voir, il faut tout recommencer. D'accord? Ceux qui ont fait de la musique savent que s'ils n'ont pas travaillé toute la semaine, il n'y a rien de plus qui est venu. C'est pas 1 heure avec le prof, ni de solfège, ni de musique, qui fait qu'une semaine après, vous en savez plus. Donc, si vous n'y travaillez pas, vous n'en savez pas plus. Maintenant, on va prendre le même cas de figure. Vous imaginez que mercredi, vous avez le cours, vous travaillez 1 heure samedi, et mercredi, vous avez le cours. Qu'est-ce qui se passe mercredi au cours? Ce ne sera pas suffisant. Le prof, il va dire, t'as pas travaillé. Il faut donner de soi, quoi. Si ceux qui ont appris à faire de la musique, c'est vraiment un exemple concret. Et si vous travaillez tous les jours 1 heure, il n'y a aucun problème pour que, la fois d'après, le prof vous corrige les défauts et passe à autre chose. Et si vous ne travaillez pas tous les jours 1 heure, c'est pas possible. C'est pour ça que certains psychanalystes disent à leurs patients, on se voit 3 ou 4 fois dans la semaine. Parce que sinon, ça avance pas. Oui, je suis d'accord. Mais il vaut mieux apprendre à ce que la personne puisse autonome et le faire. Si après elle ne peut pas le faire parce qu'elle n'a pas envie, parce qu'elle n'a pas le temps, elle va voir le professionnel tous les jours, elle peut se payer des cours particuliers tous les jours de musique ou de psy, pour changer. Il faut que que ce soit la psychologie, la musique ou les mathématiques ou apprendre quelque chose, modifier quelque chose, il faut pouvoir y arriver. Voilà. Je vous remercie pour ce temps passé. Une bonne soirée à vous. Et dans 15 jours. C'est quoi le thème en 15 jours? En fait, on a encore une question. Vas-y. Je viens de la poser. C'est le thème de... On n'a pas déterminé.